Bonjour à tous, si vous voulez découvrir Unreal Engine 5, vous êtes au bon endroit. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous apprendre toutes les bases d'Unreal Engine 5 pour arriver à ce résultat-là. Et même si cela peut sembler intimidant, ne vous inquiétez pas, nous allons voir en détail chaque étape. Nous verrons donc comment installer Unreal Engine 5, comment naviguer et interagir dans un monde 3D, créer ses propres matériaux, comprendre et utiliser les nouvelles fonctionnalités d'Unreal Engine 5 comme Lumen ou Nanite, sculpter un paysage, importer des assets Megascan et voir les bases du blueprint. Tout ça pour finir sur la création complète de cet environnement en temps réel. Mais Unreal Engine est un logiciel très complet. Et cette vidéo est une courte partie si vous voulez comprendre les fonctionnalités d'Unreal Engine 5. Si vous voulez voir l'intégralité des autres parties pour comprendre toutes les fonctionnalités d'Unreal Engine 5, je vous invite à aller voir la formation entière disponible en lien dans la description. Dedans, j'aborde absolument tout. Le level design, les blueprints, les intelligences artificielles, les matériaux, la modélisation, les cinématiques, les effets visuels, les interfaces graphiques et plein d'autres choses qui vont vous permettre de comprendre en entier Unreal Engine pour mener à bien vos projets. En plus de ça, cette formation est en early access, c'est-à-dire que dans les semaines qui viennent, de nouveaux chapitres vont arriver. Bien évidemment, le prix de la formation augmentera au fur et à mesure que du contenu sera ajouté, mais si vous l'aurez déjà acheté, vous aurez ce contenu gratuitement. Donc avec tout ce que j'ai dit, allons directement dans Unreal Engine 5. Alors, la première chose que vous allez devoir faire, c'est télécharger Unreal Engine. Pour ça, tout simplement, vous allez devoir vous rendre sur le site, et tout simplement, ce que vous allez faire, c'est cliquer en haut à droite sur Download, et là, vous prenez la Publishing License. Et voilà, si vous le téléchargez, vous allez arriver sur le launcher d'Epic Games. En fait, c'est à partir de là, on va pouvoir télécharger les différentes versions d'Unreal Engine. Donc je vais vous présenter un petit peu le launcher pour que vous compreniez un peu. Donc déjà, on a la page UE5 qui va nous permettre d'installer Unreal Engine 5. Voilà, si on va en dessous, il y a aussi les projets tests pour UE5, mais nous, on va cliquer sur Download Early Access. Donc si vous cliquez dessus, ça va vous ramener à la bibliothèque, où donc vous allez avoir les différentes versions du moteur. Donc voilà, moi j'ai déjà téléchargé Unreal Engine 5, mais si vous ne l'avez pas encore fait, vous attendez que ça télécharge. Vous voyez qu'on peut également rajouter des versions du moteur, et voilà, regardez, je peux sélectionner quelle version je veux. Donc ça, c'est toutes les versions antérieures qu'il y a eu, Donc si vous voulez en télécharger une en particulier, bon, nous, dans notre cas, c'est Unreal Engine 5 qui nous intéresse, donc on va garder que celle-ci. Donc voilà, la page UE4, là, c'est tous les actus concernant Unreal Engine. Donc on va avoir, par exemple, le projet Matrix qui est arrivé récemment sur PS5. Ensuite, on a une section Apprendre, donc ça va vous permettre de vous informer sur différents thèmes sur Unreal. Donc voilà, vous avez des cours, des projets aussi, et même des jeux que vous pouvez télécharger. On a notamment un shooter game, un véhicule game, donc voilà, on a vraiment beaucoup de ressources pour vous informer ou pour tester des choses. Ensuite, vous avez le marketplace, donc voilà, le marketplace va permettre de vendre ou d'acheter des choses pour ces jeux. Donc voilà, il y a vraiment tout, il y a des personnages, des environnements, de la musique, voilà, vous avez des trucs pas chers, des trucs chers mais de bonne qualité. Voilà, c'est vraiment un moyen de trouver tout ce que vous voulez sur marketplace. Donc voilà, nous on va lancer Unreal Engine 5. Et donc vous allez vous retrouver avec cette fenêtre. Bon, déjà vous remarquez qu'à gauche on a des onglets. On a donc nos projets récents. Donc ça va nous permettre d'ouvrir un projet qu'on a déjà créé. Et ensuite, vous allez avoir tous les templates proposés en fonction de la catégorie. Voilà, donc nous, on est dans l'onglet Game. Et en haut, on a tous les projets proposés de base. Donc voilà, on a 4 catégories. Pour les jeux, bien évidemment. Pour faire de la vidéo et des films, etc. L'architecture. Il faut savoir que Unreal Engine est beaucoup utilisé pour de l'architecture aussi. Et il y a aussi des choses plus pour les entreprises d'automobile ou quoi, qui veulent par exemple faire un rendu de leurs produits. Donc voilà, nous ce qui nous intéresse bien évidemment, c'est dans la section game. Donc voilà, on a par exemple un projet first person qui va donc du FPS, du third person, du top down, ou même par exemple si vous voulez faire un jeu de course, vous prenez le véhicule advance et vous avez donc déjà une base pour créer votre jeu. Donc nous dans notre cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner blank, donc un projet vierge. Donc voilà, quand vous sélectionnez un projet, vous avez quelques options. Donc déjà, vous pouvez définir votre projet location. Donc voilà, où vous allez le mettre sur votre ordinateur. Ensuite, à droite, vous avez donc d'autres options. Et donc là, vous allez pouvoir choisir les options de base. Donc voilà, déjà choisir entre le blueprint et le C++, parce que oui, vous pouvez quand même choisir du C++, parce qu'en fait, du blueprint, c'est du C++, mais en version visuelle. Donc voilà, nous, dans tous les cas, on va choisir blueprint. Voilà, ensuite, vous allez pouvoir choisir la plateforme ciblée. Quality preset, toujours maximum, à part si vous faites des jeux mobiles ou quoi. Et le starter content, gardez-le coché. En gros, c'est un pack de démarrage qui va contenir plein de choses. On le verra ensuite. Donc voilà, là vous allez pouvoir appuyer sur Create et donc créer votre projet. Donc voilà, quand vous allez arriver sur votre projet, déjà on remarque que l'écran est divisé en plusieurs fenêtres. On a déjà la plus grosse fenêtre qui est le viewport. Donc voilà, le viewport nous permet de voir ce qu'il y a dans la scène. Dans notre cas, on voit les deux chaises et la table. Donc voilà, vous allez avoir toujours besoin de viewport, quelle que soit la situation. Vous pouvez vous déplacer dedans, on verra ça dans quelques instants. Donc voilà, à côté, on va voir le World Outliner. On va voir tous les objets présents dans notre scène. Dans notre cas, on a 15 acteurs, c'est marqué en bas. Dans le viewport, si on clique sur un objet, il va y avoir des contours jaunes autour de lui. Et vous voyez également que dans le World Outliner, il va être sélectionné aussi en bleu. Ensuite, en haut, on a les différents modes. Donc voilà, là on est en mode placement, en
mode normal, mais il y a le mode pour créer des terrains, le mode pour le foliage, le mode peinture, etc. Et tout à gauche, on a Create. Donc voilà, quand on va dessus, on peut rajouter n'importe quel type d'acteur en fait. Donc nous, on va aller dans Shape, et donc vous allez maintenir clic gauche sur le cube, et vous le faites glisser dans votre viewport. Et là, donc, on peut le contrôler où on veut. Voilà, là, vous pouvez relâcher. Et là, maintenant, on va s'intéresser à l'onglet Details. Donc, cet onglet va apparaître à chaque fois que vous sélectionnez un mesh. Là, dans notre cas, on a le cube qu'on vient de glisser qui est sélectionné. Et donc, on va avoir tous ces détails. C'est-à-dire son placement dans le monde 3D, que ce soit en rotation, en taille ou en localisation, son static mesh, son matériel, et plein d'autres choses qu'on verra plus tard. On va déjà s'intéresser aux transforms. En gros, la location, la rotation et le scale vont être basés sur des valeurs X, Y, Z. Donc en gros, vertical, horizontal, hauteur. Donc voilà, on peut modifier les valeurs notamment de la location, et on va voir que notre cube va bouger dans l'espace 3D. Donc voilà, on peut tout modifier, hein, aussi sa rotation et sa taille. Si on veut le remettre comme il était au départ, vous avez juste à cliquer sur les petites flèches à droite. Et on va revenir aux valeurs de départ. Et donc on peut faire ça pour chaque objet dans notre monde 3D. Voilà, si par exemple je sélectionne la chaise, et ben je peux par exemple modifier sa taille. Mais attention, là par exemple on a modifié beaucoup sa taille X. Si vous augmentez par exemple que en valeur X, et ben ça va tout simplement déformer l'objet. Et du coup l'objet dans notre cas là par exemple s'étend sur l'axe. Voilà, on remarque notamment avec l'objet sur la table, si on modifie trop, par exemple l'axe Y ou l'axe Z, on va voir une sorte de déformation qui fait que l'objet n'a pas l'air crédible. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a le petit cadenas à côté. Si on clique dessus et qu'on le verrouille, en fait si on modifie par exemple la valeur X, et ben en fait les deux autres valeurs vont suivre. Et d'ailleurs je vais vous faire la démonstration. Et voilà, si j'augmente notre valeur X à 2,3, on remarque bien que la valeur Y et la valeur Z se sont mis également à 2,3. Et du coup notre objet est beaucoup plus grand, mais n'est pas déformé sur un axe. On va pouvoir supprimer notre cube, parce que c'était qu'un exemple. Et maintenant, je vais vous montrer une nouvelle fenêtre. Vous allez cliquer en bas à gauche sur le Content Drawer. Vous pouvez également faire CTRL barre espace pour ouvrir ou pour fermer. On va avoir donc une nouvelle interface qui apparaît. Donc en fait, le Content Drawer va contenir tous les assets qui sont présents dans votre projet. Et donc en fait, ça va être en forme de fichier. Voilà, par exemple, si je double-clique sur le Starter Content, ça va nous ouvrir le dossier Starter Content qui va être composé d'autres dossiers. Dans notre cas, le dossier Props va contenir les modèles 3D. Donc voilà, on peut prendre le banc, on va le faire glisser. Et voilà, on peut les faire glisser sur notre scène. Et d'ailleurs, pour vous montrer, on va aller dans le projet. Donc vous recherchez votre projet, moi c'est premier projet. Et vous allez cliquer sur Content. Et là, on va bien retrouver notre Starter Content qui sera composé de tous les dossiers. Et dans ces dossiers, on verra bien nos assets, comme dans le Content Drawer. Donc ça marche exactement pareil. D'ailleurs, bien évidemment, vous pouvez modifier à partir d'ici. C'est-à-dire que par exemple, si vous sélectionnez ces fichiers et que vous les supprimez, et ben dans Unreal Engine, ils seront également supprimés. Donc faut faire attention. Donc voilà, le Starter Content, c'est bien ce qu'on a coché au début. Et donc on a des matériels, des props, mises à disposition. Vous pouvez également modifier les paramètres de votre Content Drawer. Donc là par exemple, moi ce que j'aime bien faire, c'est l'icône des fichiers, la mettre un peu plus petit pour avoir un peu plus d'espace. Également, vous pouvez modifier vos dossiers. Par exemple, je clique sur le dossier texture, et là je peux faire un set color pour modifier la couleur et reconnaître directement le dossier. Donc là je vais mettre du rouge, et si on revient, on voit bien notre dossier de texture qu'on a mis en rouge. Ça peut paraître nul, mais c'est très utile par exemple pour mieux s'organiser, ou pour reconnaître certains dossiers importants, etc. Quand on clique sur un objet, dans la section Static Mesh, on va pouvoir en double-cliquant ouvrir l'éditeur d'objets. Donc encore une fois, on va avoir un viewport avec notre objet, et on va voir tous ces détails en profondeur à droite, comme les collisions, les loads, ou même son matériau. On peut aussi ouvrir son matériau si on clique 2 fois dessus, et là donc ça va nous ouvrir l'éditeur de matériaux, qu'on verra plus tard. Si on revient dans notre Content Drawer, donc on peut sortir du Starter Content, et vous allez cliquer sur le plus Add. Donc là ça va vous ouvrir une sorte de petite fenêtre, où vous allez pouvoir rajouter ce que vous voulez, comme des matériels, des blueprints, etc. Mais vous pouvez aussi rajouter vos propres dossiers. Si on n'en veut plus, vous faites clic droit, supprimer. Mais on peut aussi rajouter du contenu de démarrage. Donc on va recliquer sur plus Add, et là on va faire Add Features or Content Pack. Et là vous allez remarquer, ça va nous reproposer les modèles qu'on avait vus avant de créer notre projet. Donc voilà, si vous voulez par exemple rajouter à votre projet la feature Third Person, vous cliquez sur Add to Project. Maintenant, on va s'intéresser aux onglets. Comme dans beaucoup de logiciels, vous pouvez déplacer vos onglets. Et du coup, créer votre propre configuration, etc. Donc pour ça, vous avez juste à cliquer sur le Word, par exemple le Word Outliner en haut. Et vous maintenez le clic gauche. Et donc là, vous allez voir qu'il y a une sorte de cadre. Donc si vous mettez dans le cadre du milieu, ça va le détacher Et si vous le mettez dans un des coins, ça va tout simplement l'attacher en haut, en bas ou sur le côté.
mais vous pouvez aussi par exemple le mettre tout à gauche de votre viewport. Donc voilà, c'est vraiment cool, on peut déplacer comme on veut nos onglets. On peut également mettre 2 onglets dans un placement, comme ici, et donc voilà, et ensuite vous pouvez switch entre les 2 onglets. Et maintenant tout en haut à gauche, on va aller dans Windows. Et là on va pouvoir voir tous les fenêtres qu'on peut rajouter, notamment par exemple le Place Actor, donc on va cliquer dessus, et il va se rajouter. Donc en gros voilà, le Place Actor va vous permettre de placer les acteurs, etc. Et donc si vous cliquez sur l'onglet Place Actor, vous allez pouvoir faire un Move to Sidebar. Donc ça va permettre en fait de déplier et de replier l'onglet. Et on peut faire ça bien évidemment avec tous les onglets. Donc là on peut le faire avec le Word Outliner, le Details, et comme ça on peut avoir un maximum d'espace pour notre viewport. Voilà, si vous voulez le remettre, vous recliquez dessus et vous faites Restore Tab. Et donc là ça va remettre par défaut. Si vous avez fait par exemple n'importe quoi et vous voulez réinitialiser tous les onglets, donc là voilà, je vais mettre le Word Outliner, le Details au milieu, vous allez dans Windows, et en bas vous allez dans Load Layout, et là vous cliquez sur Défaut, Editor Layout. Et donc là, tout va revenir par défaut. Bon, maintenant on va passer à la navigation dans notre viewport. Mais Unreal Engine est un logiciel anglais. Vos touches vont être de base en QWERTY, c'est-à-dire avancer avec W, etc. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est un peu comme dans les jeux, on va changer les touches de notre clavier pour être en AZERTY. Pour ça, vous allez dans Edit, et vous cliquez sur Editor Préférences. Et là, dans la barre de recherche, vous écrivez Viewport Nav, pour modifier le Viewport Navigation. Donc moi j'ai déjà modifié, mais normalement le forward est en W, vous pouvez mettre Z, en left vous allez mettre Q, et en right vous allez mettre D. Et voilà, c'est tout. Ça va enregistrer automatiquement, ça va enregistrer, vous inquiétez pas, et vous pouvez fermer l'onglet. Et là vous allez maintenir le clic droit de la souris, et vous allez pouvoir vous déplacer avec ZQSD. Donc je vous laisse tester, et donc voilà, vous pouvez vous déplacer dans le viewport. Si vous faites juste le clic droit, vous allez pouvoir modifier votre rotation, donc voilà, comme ça. Si vous maintenez le clic gauche, vous pouvez avancer horizontalement, et si vous maintenez les 2 clics en même temps, vous pouvez vous déplacer verticalement. Aussi, si vous maintenez le clic droit et que vous faites défiler votre roulette, on va pouvoir en fait ajuster la vitesse. Ensuite, en haut à droite de votre viewport, vous avez un logo caméra. Donc vous allez dessus et vous allez remarquer que c'est la caméra speed, donc la vitesse de votre caméra. Donc elle va aller de 1 à 8, et donc là je mets 1, et si j'avance avec Z, vous allez remarquer que je ne vais presque pas avancer. Si au contraire on met 8, et ben on va aller beaucoup plus vite. Si aussi, sans faire exprès, par exemple, vous perdez dans votre monde, c'est-à-dire que voilà, je vais aller nulle part un peu, et je vais faire exprès de me perdre, et que vous n'avez plus du tout en visu votre monde, vous avez juste à cliquer sur un de vos éléments, et vous appuyez sur F. Et en fait, la touche F va recentrer la caméra sur l'objet, et donc vous allez revenir à votre monde. Donc voilà, on va remettre la caméra speed à 4, et que d'ailleurs, quand vous faites F et que vous centrez sur un objet, juste après, vous allez faire clic gauche plus Alt, et vous allez pouvoir tourner autour de votre objet. Si au contraire vous faites le clic droit avec Alt, vous allez pouvoir cette fois zoomer. Donc voilà, on peut faire ça avec absolument tous les meshes, hein. Si vous par exemple vous sélectionnez la table, on peut le faire. Et d'ailleurs vous avez dû sans doute remarquer, mais depuis tout à l'heure quand on sélectionne des objets, il y a cette petite flèche au centre qui apparaît. En gros c'est un outil graphique qui va vous permettre de modifier sa location. Et donc quand vous avez un objet de sélectionner, vous allez à partir de cet outil pouvoir bouger sa location, sa rotation et son scale. Donc si vous appuyez sur E, on va être en mode rotation, et le R c'est pour le scale. Donc voilà, à chaque fois vous pouvez bouger sur tous les axes X, Y et Z, et c'est plus pratique par exemple que de changer les valeurs dans le détail. Voilà, si on sélectionne un objet dans notre scène, on peut bien évidemment le dupliquer. Pour ça, soit on fait copier-coller, donc CTRL-C, CTRL-V, hein, soit vous faites CTRL-W pour duplicate. Vous pouvez également, si vous maintenez la touche CTRL, sélectionner plusieurs objets. Et vous pouvez les dupliquer. Et là, vous maintenez Shift et vous modifiez la position. Et en fait, quand vous faites ça, la caméra va automatiquement suivre la position. Donc voilà, on peut les modifier comme on veut. Et si on arrête d'appuyer sur Shift, la caméra ne suivra plus. Également, les options très importantes, c'est celle en haut à gauche de votre viewport. Donc on va les voir une par une. On a déjà le Show. En fait, ça va nous permettre de rendre invisibles certains éléments de notre décor. Par exemple, si on rend invisible tous les static mesh, et bah tout va disparaître parce que tout ce que vous voyez là, c'est des static mesh. On a donc le View Mode qui va nous servir à voir dans différents états. Par exemple, si on active le Unlit, ça va en fait désactiver toute la lumière qu'il y a dans la scène. Donc tous les ombres, etc. vont être désactivés. Et donc vous allez voir que les textures et les formes géométriques. Donc voilà, Wireframe ça va être un peu en mode filaire. Ça va permettre de voir tous les bords et tous les sommets de notre géométrie. Vous pouvez aussi voir donc les effets de lumière sur vos géométries, les réflexions dans la scène, les player collisions. Donc voilà, ça peut être très important pour voir tous les aspects de la scène, en termes d'éclairage, de géométrie, de block-out, etc. Et ensuite on a la perspective.
Donc voilà, vous vous doutez bien ce que c'est. Si par exemple on appuie sur top, on va avoir la vue du haut. Donc automatiquement ça va mettre en wireframe, mais on peut modifier, on peut mettre en lit. Et donc vous allez tout voir du haut. On peut voir aussi de gauche, de droite, d'en bas, etc. Et justement je vais vous montrer un cas d'utilisation. Et ensuite on a ça. Et donc ça va permettre d'activer des petites options comme le show FPS. Vous pouvez voir vos FPS et vos MS en temps réel. Ce qui peut évidemment être pratique pour voir si votre jeu par exemple tient les FPS, etc. Vous avez également l'immersive mode et le game view. Alors le raccourci du game view, c'est la touche G. Si on appuie sur G, ça va nous montrer notre monde comme si on jouait au jeu et qu'on appuyait sur play. Donc par exemple, ça va désactiver tous les widgets, etc. Donc voilà, si je rappuie sur G, tout sera actif. Il y a aussi le F11 qui va vous permettre d'afficher en plein écran votre viewport. Donc voilà, si vous faites F11 et G, vous pouvez littéralement simuler votre jeu en plein écran, etc. Quand vous déplacez un objet, vous allez remarquer que ça va être un peu saccadé. Donc ça c'est pas du tout un bug, hein. C'est totalement normal en fait. En fait les objets vont respecter un sorte de quadrillage. Et d'ailleurs si on s'approche bien, on le voit bien au sol. Hein. Et en haut à droite de notre viewport, on va pouvoir le modifier. Donc là je peux le mettre à 100. Et donc déjà vous remarquez la différence au niveau du quadrillage. Mais également si on veut déplacer notre objet, ça va être une distance beaucoup plus grande. Donc plus la valeur va être élevée, plus la distance entre deux points va être grande. Donc de base pour modifier la location c'est 10, la rotation 10 et le scale 0,25. Si vous cliquez à côté du 10 sur la petite grille, ça va désactiver. Et donc là, vu qu'il n'y a aucune grille appliquée, vous pouvez modifier au millimètre près votre mèche. Donc voilà, souvent on active les grilles pour des gros objets, mais voilà, si vous voulez mettre un petit objet à un endroit précis, je vous conseille de la désactiver, et comme ça vous avez beaucoup plus de contrôle. Donc comme j'ai dit, il y a la location, mais aussi la rotation et le scale. Juste pour vous mettre en contexte dans un exemple, donc voilà, imaginons qu'on veut coller parfaitement ces deux plaques. Si on désactive la grille, vous allez remarquer que certes, on est plus précis, mais on n'arrive pas vraiment à le coller parfaitement. Si au contraire on active la grille, on va remarquer qu'on arrive très vite à le coller à l'autre parfaitement. Donc voilà, si on se sert bien des grilles, on peut tout coller parfaitement. Donc voilà, si vous commencez du level design ou quoi, respectez les grilles parce qu'elles peuvent vous être vraiment utiles. Alors une autre chose, si vous cliquez sur le petit globe en haut, vous allez en fait pouvoir verrouiller la rotation en fonction de l'axe. Voilà, vous voyez bien dans notre cas que l'axe X va s'orienter en fonction de l'orientation de la chaise. Aussi, une chose importante, si vous voulez par exemple coller un objet au sol, et au lieu de modifier l'axe Z comme je fais là, vous allez garder votre chaise en haut, et là vous appuyez sur la touche fin. Et automatiquement la chaise va se coller au sol. Quand vous faites ça, faites bien attention à n'avoir rien entre les deux. C'est-à-dire que si par exemple je mettais une table entre la chaise et le sol, la chaise collerait à la table, et non au sol. Donc voilà, quand vous êtes sur Unreal Engine, vous êtes dans un monde 3D infini. Alors attention, c'est infini, mais par exemple la BP Skyfair ne l'est pas. C'est-à-dire que si j'appuie sur F, on va voir quand même qu'elle a une limite. En fait, la Skyfair, ça va permettre de simuler comme si vous étiez dans une vraie atmosphère. Si vous voulez enregistrer votre niveau, en haut à gauche, vous allez dans Files, et vous faites Save Current Level As. Donc là, on peut par exemple créer un nouveau dossier, on va l'appeler Map, et on va l'appeler Première Map, on save, et on a notre level d'enregistrer. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut par exemple que dès qu'on lance ce projet, qu'on tombe directement sur cette map. Donc pour ça, vous allez dans Settings, Project Settings, et vous vous rendez dans Map and Modes. Et donc là, on a le Editor Starter Map, et au lieu de Minimal Default, vous allez mettre Première Map. Et là, dès qu'on lancera notre projet, on tombera sur ce level. Alors, pour revenir au World Outliner, il y a par la suite sûrement des cas où vous aurez des centaines, voire des milliers d'acteurs. Si vous voulez tout sélectionner, vous cliquez donc sur le mesh où vous voulez commencer la sélection, et en appuyant sur Shift, vous cliquez sur le dernier de votre sélection. Et donc là, ça va sélectionner tous les acteurs qu'il y a entre les deux. Donc voilà, c'est un moyen très pratique de sélectionner un grand nombre d'assets, et donc après, vous pouvez bouger comme vous voulez le tout. Il est maintenant temps de passer aux matériaux. Les matériaux, malgré ce qu'on peut croire, peuvent devenir très vite compliqués. Mais ne vous faites pas de soucis, nous allons voir les bases et progressivement aller vers des choses un peu plus avancées. Et si vous vous sentez vraiment perdu dans ce que je dis, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai le plus vite possible. Et on est donc parti pour les matériaux. Bon, maintenant pour passer au matériel, vous allez aller dans le Starter Content et vous allez cliquer sur le dossier Map. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur la map Starter Content. Donc ici, on va arriver sur un level dédié au matériel avec tous les matériaux du Starter Content. Donc voilà, on remarque déjà qu'il y en a pas mal. On voit, il y a de la pierre, de l'herbe, etc. Donc déjà, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est glisser un plane. Donc voilà, on va pouvoir un petit peu l'agrandir. Et vous allez revenir dans le Content Drawer et vous allez glisser un matériau dessus. Quand vous faites ça, vous remarquez que le matériau se met bien sur le plane. Vous le voyez dans les details à droite. Et donc il y a deux façons d'appliquer un matériau, soit vous le faites glisser justement sur l'acteur, soit vous allez aller dans matériaux, soit vous cliquez à droite du matériau et vous allez pouvoir sélectionner le matériau que vous voulez.
Mais bon, nous ce qu'on veut c'est créer notre propre matériau. Donc pour ça on va créer un nouveau niveau. Donc vous allez dans File, New Level, et là on va pouvoir choisir Time of Day. Donc encore une fois c'est un niveau de base, mais un niveau un peu plus avancé. C'est-à-dire on va avoir une vraie simulation de soleil. Et voilà, là déjà vous avez remarqué que la plateforme a le défaut matériel. Donc ça c'est le matériel de base d'Unreal Engine, c'est un sorte de damier. Donc voilà, pour que ce soit clair, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler matériel. Vous allez dedans, et si vous faites clic droit, on va pouvoir créer ce qu'on veut, et on va cliquer sur le matériel. Donc voilà, il va s'ajouter dans notre dossier, et donc déjà on va pouvoir le renommer. Et là on va mettre un M pour matériel, underscore. Et là, vous pouvez mettre votre nom. Donc voilà, le M et underscore, ça va pouvoir de reconnaître que c'est un matériau. Par exemple, pour les blueprints, on va appeler ça BP. Mais bon, si vous voulez le renommer autrement, libre à vous de le faire, ça ne va absolument rien changer. Et donc là, on va pouvoir double-cliquer dessus et ouvrir l'éditeur de matériaux. Et donc c'est ici qu'on va pouvoir créer nos matériaux ou les éditer, etc. Ça va être un peu comme le blueprint, c'est-à-dire qu'on va relier des nœuds. Tout à gauche, on va donc avoir le résultat de notre matériau, et en dessous, on a tout ce qui concerne les détails et les paramètres. On a également la palette. Donc ça va être la collection de tous les nodes que vous pouvez choisir pour votre matériel. Et donc déjà au milieu, vous voyez un node. Ça va être le node principal où vous allez relier tout ce que vous allez faire. Donc déjà, imaginons qu'on veut mettre une couleur de base. Donc pour ça, c'est le constant 3 vectors. Donc vous allez cliquer dessus, vous maintenez et vous le glissez dans votre graphique. Donc voilà, quand vous relâchez, ça va vous créer un node. Et là, pour changer la couleur, on va cliquer sur le carré noir. Et donc il y a la pipette de couleur qui va nous permettre de choisir la couleur qu'on veut. Donc voilà, nous on va choisir une sorte de couleur un peu cyan. Là, simplement, ce qu'on va devoir faire, c'est relier ce node au base color. Et donc là, vous allez faire clic gauche sur le petit rond de sortie. Et si vous maintenez, vous vous déplacez, vous allez remarquer que vous allez pouvoir contrôler un sorte de fil. Et ce fil, vous allez le glisser sur le base color. Et quand vous êtes sur le base color, vous pouvez relâcher votre clic gauche. Et vous allez remarquer que votre matériau est devenu cyan. Et en haut, très important, vous allez devoir cliquer sur Apply pour appliquer ce que vous avez modifié. Si vous ne cliquez pas sur Apply, votre matériau ne s'appliquera pas. Donc voilà, là vous pouvez sectionner le floor et vous allez faire glisser votre matériau dessus. Et votre matériau va bien s'appliquer à la plateforme. Voilà, on va revenir dans notre éditeur de matériaux. Et là, vous allez redéplier la palette. On va pas prendre un constant 3 vector, on va prendre un constant. Vous le faites glisser. Et donc là, ça va vous mettre un node un peu différent. Ce node va servir à attribuer une valeur à quelque chose. La valeur sera toujours entre 0 et 1. Et encore une fois, vous allez tirer un node jusqu'au roughness. Là, on va remarquer une différence. En gros, la roughness, ça va être la douceur de la surface d'un matériau. Et en fait, plus la rugosité va être bas, plus votre matériau va réfléchir la lumière. Ça va donner en fait une sorte de réflexion miroir. Si par exemple au contraire on met une valeur de 1, on va remarquer qu'il ne réfléchit plus du tout la lumière. Ça va vous donner une sorte de surface un peu mate. Et donc au contraire ça ne diffusera pas du tout la lumière. On a également le métallique. Et donc ça, comme dit, ça va donner un aspect métallique. Et donc là au contraire, si vous mettez 1, ça va être très métallique. Et si vous mettez 0, il n'y aura pas d'aspect métallique. N'oubliez pas de faire apply. Et là, on va remarquer de par le roughness et le métallisme, que ça va refléter absolument tout. Voilà, si on se met vraiment dedans, on a presque l'impression qu'on est dans les nuages, alors qu'en fait, c'est juste la réflexion. Donc voilà, on revient dans l'éditeur de matériaux. Et cette fois-ci, vous allez dans Starter Content et dans le dossier texture. Donc évidemment, pour les jeux vidéo, on n'utilise pas des couleurs, comme on l'a fait précédemment, mais des textures, notamment pour créer plus de réalisme. Donc on peut mettre des textures non seulement pas pour le base color, mais aussi pour le roughness ou même le métallique. Par exemple, on a le T macro variation, donc vous allez le prendre et vous allez le faire glisser dans votre éditeur. Une fois que vous l'avez fait glisser, vous allez tout simplement le relier au roughness. Et là, on va tout simplement remarquer qu'on a une rugosité qui varie. Tous les endroits constitués de la couleur bleu cyan ne reflèteront pas la lumière, tandis que les petits éclats là reflèteront. Bon, là on a mis une texture à la roughness, mais évidemment la texture qui va être la plus importante, ça va être celle liée au base color. Nous dans notre cas, on va prendre par exemple celle-ci, vous la faites glisser. Et donc si on la relie au base color, on va voir, là cette fois il y a vraiment un grand changement, mais on remarque que le roughness reste toujours. Alors là ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler un node qui s'appelle Linear Interpolate. Donc voilà, ça va vous créer un node LERP. Donc en fait, ça va nous permettre de mélanger notre texture et notre couleur. Donc vous reliez la couleur en A et la texture en B. Et le node final du LERP, vous le reliez au base color. Ce que vous allez faire aussi, c'est glisser notre texture roughness en alpha. Et d'ailleurs, au passage, je pense qu'on va changer de texture parce qu'avec celle-là, ça se verra pas trop. Voilà, on peut prendre de l'herbe, donc de la grasse. Donc voilà, vous sélectionnez le node, touche Supr pour supprimer, et vous reliez l'herbe en B. Et donc on va avoir notre couleur bleue en principal, et là où normalement il y a du roughness, on a notre texture d'herbe. Et du coup, vous pouvez faire un effet de saleté, d'usé ou quelque chose du genre, quoi. Donc là, pour le coup, on a vu vraiment la base des matériaux, mais on va un petit peu plus approfondir. Ce qu'on va faire, on va recréer un matériau, et moi je vais l'appeler M_Material.
Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer 3 textures d'un même matériau qui existe déjà, mais nous, on va le recréer. Donc, vous sélectionnez les briques clay beveled. Donc, normalement, ils sont les uns à côté des autres. Avec CTRL, vous les sélectionnez tous et vous les faites glisser dans votre éditeur. Les 3 vont se glisser en même temps. Et donc, voilà, on a un pour le base color, un autre pour l'ambient occlusion et un pour le normal map, qui est un des éléments les plus importants pour les matériaux. Donc vous allez relier le premier au base color. En fait, le normal map va nous permettre d'ajouter un effet de relief qui fait qu'on va vraiment avoir l'impression que le matériau est en fait en 3D. Donc les normal maps sont toujours en bleu comme ça. Et le dernier, c'est l'ambient occlusion. Donc en fait, ça, c'est un effet très subtil qui permet d'atténuer la lumière. Alors on peut faire beaucoup de choses avec ce node, mais là, on va juste le brancher à l'ambient occlusion. Là, dans notre cas, ça va presque rien faire sur notre texture. Donc voilà, on peut déjà appliquer notre matériel sur le plane et voir ce que ça donne. Mais maintenant, ce qu'on veut faire, par exemple, c'est pouvoir modifier sa taille. Pour ça, on va retourner dans notre matériau. Et là, on l'avait pas vu encore, mais si vous faites clic droit, vous pouvez appeler un node sans forcément passer par la palette. Et là, vous tapez Texture Coordinate. Vous cliquez dessus. Et donc, à partir du node Text Coordinate, vous faites traîner et vous relâchez. Et là, vous allez pouvoir appeler un autre node. Donc là, dans notre cas, on va appeler un multiply. En fait, le multiply, comme dit dans son nom, va prendre 2 entrées, va les multiplier, va générer le résultat. Donc dans notre cas, la texture coordinate va être reliée en A, et donc là vous allez taper constante, que vous allez relier en B, et que vous allez mettre de valeur 1. Donc en fait là, dans notre cas, ça va être la constante qui va définir la taille de nos textures. Maintenant, ce que vous faites, c'est que vous reliez le multiply à toutes les textures. Voilà, au base color, ambient occlusion et au normal. Donc voilà, on a mis une valeur de 1 à la constante, donc en fait, plus la valeur va être haute, plus votre texture va s'éloigner. Au contraire, si vous mettez une valeur très basse, comme 0,1, votre texture va se rapprocher. Maintenant, une chose qui peut être cool aussi, c'est changer la couleur. Voilà, pouvoir avoir des pavés rouges, jaunes, etc. Pour ça, vous allez retracer un nœud et vous allez remarquer Multiply, encore une fois. Sauf que cette fois, la texture, vous allez la brancher en B. Et à partir du A, vous allez faire un Constant 3 Vector, comme on a vu tout à l'heure. Et vous allez pouvoir le relier en A. Et le Multiply, vous le branchez au Base Color. Donc voilà, là on est avec du rose par exemple. Si on veut mettre du bleu, on a juste à changer notre couleur et automatiquement notre texture va s'adapter. Et voilà, on va pouvoir donner n'importe quelle teinte à notre texture. Maintenant, on va s'intéresser aux instances de matériaux. Alors, une instance, qu'est-ce que c'est ? En fait, une instance va vous créer un deuxième matériau que vous allez pouvoir modifier sans modifier celui de base. C'est-à-dire qu'il va dépendre de celui de base. Par contre, si on modifie celui de base, il va y avoir des modifications aussi pour l'instance. Au contraire, l'instance ne peut rien faire parce qu'elle hérite de ce matériau. Mais du coup, à quoi il sert ? En fait, il va par exemple nous permettre de modifier plein de paramètres sans recompilation. Et en fait, vous allez pouvoir modifier votre matériau très rapidement. Et maintenant que j'ai expliqué, on va appliquer. Donc vous allez faire un clic droit sur votre matériau. Et vous voyez tout en haut, on va pouvoir Create Material Instance. Donc vous cliquez dessus. Et à côté, ça va vous créer donc un M-Material avec inst à la fin. Et déjà, quand on clique dessus, on se rend compte qu'on n'a pas du tout la même interface. Donc déjà, ce que je vous conseille de faire, c'est le mettre en fenêtre comme ça, à part, pour voir en fait les modifications en temps réel sur notre niveau. Parce que oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va pas avoir besoin de recompiler, et donc on va pouvoir tout voir en temps réel. Mais donc là, le problème, c'est qu'on voit absolument rien qu'on peut modifier. Ça, c'est normal, c'est parce qu'en fait, dans notre matériel de base, on n'a créé aucun paramètre. Donc voilà, pour qu'il soit visible dans l'instance, va falloir convertir en paramètres. Voilà, imaginons on veut modifier les paramètres de taille. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur votre constante, clic droit, et c'est le premier, Convert to Parameter. Et donc vous pouvez le renommer, nous on va le renommer taille. Et quand on réouvre notre matériel instance, on va voir que le paramètre taille s'est rajouté. Là on est en train de modifier la taille, mais on voit aucune modification sur notre map. Et c'est normal parce qu'on n'a pas encore mis notre instance en matériel. Voilà, vous sélectionnez Floor, et vous le faites glisser dans matériel. Et là, si vous remodifiez, vous allez voir que en temps réel, on peut voir les modifications. Donc voilà, c'est vraiment efficace parce qu'on peut très vite faire des modifications à notre matériel, sans rien toucher à celui de base. Et à partir de un matériel, vous pouvez créer des dizaines d'instances. Mais évidemment, il n'y a pas que les constantes que vous pouvez convertir en paramètres. Si on clique sur un constant 3 vector, on peut aussi la transformer en paramètres. Et donc là, on écrit couleur. Et encore une fois, elle va s'afficher dans notre instance et on va pouvoir la modifier en temps réel. Maintenant, on va passer à une des fonctionnalités phares d'Unreal Engine 5, c'est-à-dire le nouveau système d'éclairage global se nommant Lumen. Qu'est-ce que Lumen ? En fait, Lumen va permettre d'avoir une illumination globale en temps réel, mais également une réflexion en temps réel qui va donc faire des rebonds de lumière, comme en fait dans la vraie vie. C'est-à-dire que si par exemple je prends un objet un peu bleu comme ça et que je mets une lumière très proche, et dû à la couleur, il y a un peu de bleu qui va se diffuser autour de l'objet. Et donc comme dans la vraie vie, la lumière va faire des rebonds sur les parois et on va donc avoir un système d'illumination beaucoup plus réaliste qu'avant.
Mais au lieu de parler, on va tout de suite aller dans Unreal pour voir la différence par exemple entre Lumen et l'ancien système du E4 pour que vous voyez bien la différence. Maintenant on va voir tout ce qui concerne le post-process. Vous allez crever un nouveau level et vous reprenez Time of Day. Déjà, si vous sélectionnez la Directional Light, si vous appuyez sur CTRL L, vous allez tout simplement pouvoir modifier la position du soleil, et notamment le plus important, c'est-à-dire son orientation. Si vous faites clic droit, vous pouvez aussi rotate autour de l'outil, pour voir en fait exactement la position du soleil. Donc voilà, le soleil est indiqué par la flèche rose, et on peut le modifier comme on veut. Automatiquement, quand on va l'orienter, sa couleur, etc., va s'adapter. C'est-à-dire que par exemple, si on le met très bas, il y aura bien une lueur orange comme si c'était un coucher de soleil. Et donc c'est vraiment intéressant parce qu'on peut vite créer des scènes très belles. Et si on le met en dessous de la map, on verra tout simplement plus rien. Ce qui est normal parce que c'est la nuit. Quand vous allez dans les options de visualisation, on a donc l'exposure. En fait ça, l'exposure, c'est la lumière qui va s'adapter si vous êtes dans un environnement sombre ou lumineux. Donc si le Game Settings est activé, l'exposure va se faire automatiquement. Si au contraire on le décoche, notre exposure va être de 1. Évidemment on peut le modifier et à ce moment-là, même si c'est la nuit, si on le met par exemple à -10, il va quand même faire jour. Si au contraire on le monte, on va baisser la luminosité. Mais on va voir l'exposure en plus approfondie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une sorte de maison où on va faire des tests pour la lumière. Donc par exemple, pour faire un mur, vous allez glisser un cube et vous allez agrandir son scale sur des axes pour créer un mur. Quand vous faites votre premier mur, vous pouvez faire CTRL W pour dupliquer et à chaque fois vous dupliquez pour au final créer une maison. Et pour finir, vous créez un plafond. Voilà, vous appuyez sur E pour l'outil rotation, vous tournez 90 degrés. Mais attention, moi dans mon cas, je vais laisser un petit rayon de lumière passer. Voilà, si on fait passer beaucoup de lumière, vous avez remarqué que ça va un peu nous éblouir au début, mais ensuite l'exposure va adapter la luminosité. Comme nos yeux en fait. Si on est dans une salle sombre et que d'un coup on allume une lumière, au début ça va bien nous éblouir, mais ensuite nos yeux vont s'adapter et on va voir correctement. Là avec l'exposure, c'est exactement la même chose. Donc ça c'est l'exposure automatique. Donc là, voilà, si on se met dans une salle complètement fermée, tout va être noir, donc ce qui est logique quand vous êtes dans une salle fermée. Si on ouvre, vous allez voir que progressivement, on va voir dans toute la salle. Mais si par contre on regarde du dehors, on va voir que tout est noir. Voilà, par exemple là, si je décoche les Game Settings, l'exposure sera toujours la même, à savoir la valeur qu'on a mis. Et donc il n'y aura aucune transition. Le problème, c'est que cette option ne permet pas en game de bloquer l'auto-exposure. Donc on va voir le meilleur outil pour l'auto-exposure et qui va nous servir pour beaucoup d'autres choses, à savoir le post-process volume. Pour ça, vous allez aller dans Create, Visual Effect, et vous allez cliquer dessus. Donc il va apparaître dans votre scène. La première chose que vous allez faire, dans les détails, vous allez aller dans la barre de recherche et taper Infinite. Pourquoi? Pour cocher Infinite Extent. En fait, ça va permettre d'appliquer le post-process volume sur tout votre niveau. Si vous ne le cochez pas, le post-process volume se fera que dans sa zone, c'est-à-dire le carré que vous voyez. Donc voilà, on a beaucoup de choses dans le post-process volume, mais nous on va se rendre dans Exposure. Et là, si vous cochez, vous pouvez choisir manuel et du coup modifier comme vous voulez l'exposure. Et là, vous allez avoir le contrôle manuel de l'exposition. Donc voilà, par exemple, si vous voulez faire un jeu d'horreur, vous la mettez basse. Et si vous voulez faire un jeu où il y a des rayons partout et tout, vous pouvez la mettre plus haute. Enfin voilà, vous adaptez en fonction de votre utilisation. Et là, on remarque bien que si on entre dans notre pièce, il ne va pas y avoir d'adaptation, car on aura bloqué notre exposure. Bon là, on a vu l'exposure, mais qu'est-ce que c'est le post-process volume? En fait, il va nous permettre de contrôler les effets de notre scène, notamment les éclairages, les couleurs, etc. Par exemple, on peut activer les aberrations chromatiques qui vont donner un sort d'effet. On peut régler aussi notre caméra, donc les ISO, etc. Par exemple, si on veut un lance-flamme de notre soleil, du coup, vous pouvez régler l'intensité, la couleur, la taille, etc. Voilà, les effets d'image, si vous voulez mettre un peu, en mode vignette, etc. Aussi le grain d'image. Et pour finir, vous pouvez tout simplement changer toutes les couleurs, donc la saturation, les contrastes de votre scène, des ombres. Bref, si vous faites une cinématique, un jeu, ou etc., c'est une étape à ne pas oublier parce que vous pouvez faire énormément de choses avec le post-process volume. Je vous parlais du Infinite Extent. Si vous le décochez, c'est que quand on rentrera dans ce cube que ça fera effet. Si vous cochez, il s'appliquera partout dans votre scène. Pour l'éclairage Lumen, j'ai donc créé mes propres projets pour vous montrer. D'ailleurs, si vous voulez les avoir, ils sont disponibles en téléchargement dans la description. Donc voilà, c'est une scène où j'ai juste entré la lumière, j'ai rajouté un peu de brouillard volumétrique. Donc actuellement, on est en Lumen. Donc déjà, on a la lumière qui passe par la fenêtre. On remarque qu'au-dessus de la lumière, on a plus de blanc au plafond du fait de la réflexion Lumen. Si on va dans Post-Process Volume et dans Global Illumination, on a donc la méthode. Nous, on est en Lumen, mais vous pouvez aussi sélectionner par exemple None. Quand vous sélectionnez None, vous allez être en fait comme dans Unreal Engine 4. Et là, je vous laisse voir tout simplement la différence. Avec Lumen, sans Lumen. Voilà, au niveau des réflexions, des couleurs, de la luminosité, on a vraiment quelque chose de moins réaliste. Tandis que Lumen essaie de reproduire la vraie vie, c'est-à-dire des réflexions dans la salle, etc. Parce que dans la vraie vie, la lumière rebondit sur les parois, etc. Si on met notre mur d'une autre couleur, par exemple le rouge, on va remarquer que ça va faire une réflexion rouge, parce que la lumière entre sur du rouge.
Si au contraire on met du bleu, on va remarquer nos réflexions bleues. Donc voilà, l'évolution de la lumière entre Unreal Engine 4 et Unreal Engine 5 est vraiment incroyable. Unreal Engine 5 va permettre presque d'avoir un éclairage similaire à la vraie vie. Alors évidemment, Lumen est beaucoup plus gourmand, il y a beaucoup plus de calculs, etc. Donc voilà, on a notre Directional Light qui vient dans la salle. Donc voilà, et d'ailleurs on peut régler son orientation pour voir ce que ça fait. Et vous allez voir d'ailleurs l'adaptation Lumen, qui est absolument magnifique. D'ailleurs, je vais en profiter qu'on est sur les lights pour vous présenter les différents types de lumière qu'il y a dans Unreal Engine. Donc voilà, vous allez aller dans Create, dans Light, et vous allez glisser une Point Light. Donc voilà, une Point Light, c'est une source de lumière. Donc voilà, vous allez pouvoir régler son intensité, sa couleur, par exemple, on peut mettre du rouge. Et encore une fois, avec Lumen, on remarque que la salle devient toute rouge. Donc juste pour vous montrer, je vais re-aller dans le Global Illumination. Et si je fais None, regardez la différence. La différence est incroyable. Voilà, si on glisse un objet devant aussi, on peut voir l'ombre que ça produit. Ensuite, on a Spotlight. Donc ça, c'est pour simuler un spot, c'est-à-dire que ça va pointer la lumière vers une direction. Dans notre cas, on voit bien la flèche blanche qui indique la direction où ça pointe. Et ça, voilà, c'est justement pour simuler par exemple un spot de lumière ou un lampadaire dans une ruelle, etc. Vous pouvez aussi régler son Attenuation Radius. Donc jusqu'où elle va, la transition de coupe de la lumière, et encore une fois sa couleur. Ensuite on a le Rect Light. Donc voilà, c'est un peu une lumière en forme de carré qui va éclairer une zone. Et donc là on va avoir les mêmes paramètres que les autres, à part quelques-uns. Donc en fait on va pouvoir modifier la taille et la hauteur du cadre, pour par exemple éclairer une zone plus grande. Et on a donc le Directional Light qui est fait pour simuler la lumière du soleil. Et là je vais me rendre dans mon autre map Lumen. Donc cette fois c'est une map assez simple, Voilà, j'ai mis 3 murs et une lumière pour vous montrer encore une fois les détails de Lumen. Donc déjà on a un mur de couleur bleue, un autre de couleur rouge, et déjà vous pouvez voir l'effet de la lumière sur la boule et le sol, qui sont absolument incroyables. On peut justement rajouter un post-process, c'est ce que je vais faire. Voilà, je vais désactiver la Global Illumination et aussi les réflexions, ce qu'on n'avait pas vu tout à l'heure, mais il y a des réflexions aussi. Donc là ça fait absolument rien parce qu'on n'a pas activé l'Infinite Extent, mais si on est dedans déjà, vous voyez la différence. Donc on va bien évidemment l'activer, et là on voit vraiment la différence. Comme la lumière n'éclaire pas, ça va faire tout du noir en fait. Ce qui n'est absolument pas réaliste parce que la lumière va sur le mur et donc devrait quand même éclairer un minimum la boule. Et là on a juste activé la Global Illumination, mais pas les réflexions. Donc déjà vous voyez sans réflexion. Si on active les réflexions, voilà. Ouais, je tenais juste à vous montrer ce que ça donne en version sans lumen et avec lumen. On voit aussi que quand on déplace la lumière, tout va s'adapter en temps réel. D'ailleurs si on déplace plus la lumière comme ça, on va voir qu'il va y avoir beaucoup plus de rouge que de bleu, évidemment, étant donné que l'ombre est plus vers le rouge. Si par exemple, au contraire, on met du blanc, mais bien évidemment, on peut adapter aussi en mettant des différentes couleurs pour voir ce que ça donne, et on voit que dans l'ombre, ça change. On peut aussi créer un matériel jaune, et voir encore une fois l'effet que ça a. On peut aussi modifier la lumière, qui va donc refléter sur le jaune, et qui donc va donner un aspect plus orange cette fois-ci. Juste dernier exemple pour vous montrer, si on met la lumière là-bas, grâce à la réflexion, la boule va presque devenir jaune, et au contraire de l'autre côté, va avoir une réflexion bleue. D'ailleurs, je vais juste baisser son radius pour vous montrer. Voilà, vous remarquez la différence de couleur entre les deux, si on va plus vers le bleu, ou si on va plus vers le jaune. Maintenant qu'on a vu les bases de Lumen et tout ce qui était lumière, on va s'intéresser au landscape. Donc la création de paysage qui est donc une des parties les plus importantes, étant donné que vous verrez presque toujours un paysage dans les jeux. Et pour ça, on va avoir tous les outils nécessaires et on y va directement. Donc vous allez recliquer sur New Level, et cette fois, vous allez choisir Empty Level, donc un level vide. Voilà, vous allez arriver dans un level où il n'y a absolument rien. On peut le voir justement dans World Outliner qu'il n'y a absolument rien. Et donc en haut, vous allez cliquer sur l'icône de montagne pour créer votre landscape. Donc là, on va donc obtenir une grille verte qui va montrer la prévisualisation de ce que vous allez créer. Donc là, on va avoir les options du terrain à gauche. Donc voilà, c'est surtout pour modifier la taille du terrain. Voilà, si ça vous intéresse vraiment, je vous invite à aller voir ma vidéo création de map, disponible en description. Nous, dans notre cas, on va rien modifier et vous allez appuyer sur Create. Et donc, notre terrain va apparaître. Donc là, on voit bien notre terrain, mais bon, il va falloir rajouter une atmosphère, de la lumière, etc. Donc vous allez revenir en mode normal et vous allez glisser une Directional Light. Voilà, donc déjà, on va avoir de la lumière sur notre sol. Et ensuite, vous allez recliquer sur Create, Visual Effect et Sky Atmosphere. Alors, quand on rajoute Sky Atmosphere, on le voit pas. Tout simplement parce que dans Directional Light, il va falloir changer quelque chose. Pour l'actionner, il va falloir aller dans Directional Light et vous descendez jusqu'à Atmosphere and Cloud. Et quand vous y êtes, vous cochez Atmosphère Sunlight. Et voilà, il y a notre atmosphère et notre soleil qui va apparaître. Vous allez également rajouter un Skylight. Voilà, déjà quand on sélectionne notre Directional Light, vous allez pouvoir avec CTRL L, bouger son orientation. Mais là, le problème, c'est que vous voyez bien, on a une sorte de vide noir en dessous de notre atmosphère.
Pour ça, encore une fois, Create, Visual Effect, et cette fois, vous allez ramener un exponentiel Hide Fog. Donc ça va être du brouillard qui va en fait permettre de plus voir ces bords noirs. Et là, vous allez pouvoir recliquer sur votre landscape et pouvoir sculpter votre paysage. Donc on va prendre l'outil Sculpt, et là, si on fait clic gauche, vous allez pouvoir sculpter sur votre paysage. Si vous sculptez en appuyant sur Shift, ça va au contraire rabaisser votre paysage. Et donc à gauche, vous avez donc vos settings. Donc vous avez déjà le Tool Strange. Donc ça va être la puissance de votre pinceau. Donc voilà, si vous mettez une grande valeur, ça va peindre très fort. Et si au contraire vous mettez une petite valeur, ça va peindre plus doucement et donc moins abrupt. Vous avez aussi votre brush size, donc ça c'est la taille de votre pinceau. Donc voilà, pour avoir un pinceau grand ou petit. Et le brush fallow va être la transition entre ce que vous peignez et le paysage. Donc si par exemple vous mettez 0, vous allez avoir des bords très abrupts. Et si au contraire vous mettez 1, vous allez avoir des bords très adoucis. Vous avez également le smooth, donc ça va être pour adoucir tous vos reliefs. Donc vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'on passe sur quelque chose, voilà, ça va adoucir et lisser votre paysage. Encore une fois, vous avez le tool strange, le brush size, exactement comme le sculpt. Ensuite, vous avez le flatten pour aplatir. Vous pouvez aplatir à n'importe quel niveau, c'est-à-dire que quand vous aplatissez, ça va prendre votre hauteur où vous l'avez appliqué. Donc si par exemple vous le faites en haut d'une montagne, ça va rester à la même hauteur. Ensuite, vous avez par exemple l'érosion qui va vous permettre d'irriter un peu votre paysage. Et vous avez le noise qui va en fait faire des variations. Et quand vous faites le noise, vous avez aussi le noise scale qui plus vous l'agrandissez, plus va faire des variations grosses. Voilà, encore une fois, je vous redirige vers mon ancienne vidéo que j'ai fait parce qu'elle est tout simplement dédiée au landscape et elle est plus complète. Voilà, maintenant on va réinitialiser notre terrain, donc vous prenez le flatten et vous allez tout aplatir. Maintenant, nous ce qu'on veut par exemple, c'est de rajouter les personnages du third person. Donc en fait, les personnages de base d'Unreal Engine. Pour ça, comme on l'a vu avant, vous allez cliquer sur le plus Add Features or Content Pack. Et dans Blueprint Features, vous sélectionnez le third person. Ensuite, vous pouvez faire Add to Project et il va bien s'ajouter à notre projet. Donc voilà, il y a plein de packs qui se rajoutés, dont le mannequin. Donc vous allez dedans, vous cliquez sur Caractère, Mesh, et là vous allez avoir nos deux mannequins. Et donc là, on va pouvoir les glisser dans notre scène. Donc en fait, ils peuvent permettre d'avoir une échelle de taille. C'est-à-dire, vous allez pouvoir peindre votre landscape en fonction de leur taille à eux, vu qu'ils sont censés représenter une taille humaine. On a vu précédemment les bases des matériaux, mais maintenant, on va s'attaquer à un matériau fait exprès pour le landscape. Donc là, on va parler de couches, etc. et on le voit maintenant. Maintenant, on va revenir un peu sur le matériel. Dans notre cas, on va créer un matériel pour notre terrain. Donc pour ça, on va créer un nouveau dossier matériel. Et comme tout à l'heure, maintenant vous avez l'habitude, voilà, vous rajoutez un matériel et on va l'appeler m_paysage. On double-clique dessus. Et alors, comment on va faire? En fait, on va créer un matériel qui va nous permettre de peindre différentes textures. Pour ça, on va céder des textures présentes dans le starter content. Nous, ce qu'on va vouloir pour notre landscape, c'est des textures un peu naturelles. Donc moi, je pense direct à, par exemple, de l'herbe et de la roche. Et ça tombe bien parce qu'on a les deux. Donc déjà, vous allez taper grass. Donc voilà, nous on va prendre le ground grass. Voilà, si de votre côté vous le trouvez pas, vous pouvez l'écrire dans le cherche texture. Donc là actuellement c'est la base color et la normal map. Vous prenez les deux et vous les glissez dans l'éditeur. Ensuite, on va vouloir donc de la rock. Ça aussi, il y en a dans le starter content, donc on va chercher. Et là, dans la barre de recherche, on va marquer T_rock. Voilà, donc il y en a plusieurs. Nous, on va choisir le T-rock basalt. Donc vous sélectionnez le normal et la texture, et vous le faites glisser aussi. Et voilà, on a nos deux textures et nos deux normal maps. Bon, comment on va faire? Parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas glisser plusieurs textures dans le base color. Pour ça, on va appeler un node qui s'appelle Landscape Layer Blend. Ce node va donc permettre d'ajouter plusieurs textures à un matériel. Et du coup, sur notre landscape, ça va un peu fonctionner par couche. On va par exemple peindre une couche rock sur une couche herbe. On appelle ça des layers. Donc voilà, on peut rajouter plusieurs layers, et ces layers, on va les retrouver dans l'outil Landscape et Paint. Voilà, vous allez les retrouver juste ici. Bon, évidemment, pour l'instant, il n'y a rien parce qu'on n'a rien mis encore. Bon, nous, vous vous en doutez, il nous faut donc deux layers. Un layer herbe et un layer rock. Donc nous, on va en faire un premier que vous allez appeler herbe et un deuxième qu'on va appeler rock. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dupliquer. Donc, CTRL-W. On va faire ça parce qu'on en veut un pour le base color et un autre pour le normal. Donc là, vous allez différencier vos textures. Voilà, vous mettez les textures d'un côté et les normales de l'autre. Et vous allez tout simplement relier le tout. Donc la texture herbe au layer herbe, la rock au layer rock. Et les normales, faites bien attention encore une fois. Hein. Par exemple, lui, quand vous cliquez dessus, vérifiez bien qu'il appartient à grass. Et si vous êtes sûr, vous le relayez au layer herbe. Et donc premier layer blend, vous le reliez au base color et le deuxième au normal. Donc voilà, dans le viewport, on va voir que la texture va être noire, ce qui est normal, hein, vous inquiétez pas. C'est juste que, évidemment, dans notre cas, il ne sait pas quelle texture appliquer. On va d'ailleurs aussi rajouter une constante au roughness. Donc voilà, on va mettre 1 pour ne pas avoir de roughness, parce que de l'herbe et de la roche, ça ne diffuse pas la lumière. Et vous allez pouvoir apply.
Et donc là, dans votre landscape, vous allez avoir le landscape matériel. Et là, vous glissez votre matériel dans le landscape matériel. Voilà, encore une fois, ne vous étonnez pas, notre texture va être noire. On va donc aller dans l'outil landscape. Et dans l'onglet Paint, vous allez retrouver vos deux matériaux, à savoir l'herbe et la roche. Sauf que vous voyez que pour peindre, c'est tout rouge. Pour ça, donc, vous allez devoir créer un layer info. Et donc pour créer un calque, vous allez cliquer sur le plus, et ensuite cliquer sur le Weight Blender Layer, entre parenthèses normales. Et là, donc vous allez enregistrer la layer info. Et là, on peut voir donc que la couche d'herbe va s'appliquer. Et donc pour la roche, on va faire exactement la même chose. Vous allez enregistrer le layer info. Et donc voilà, vous allez pouvoir peindre votre landscape. Et donc voilà, ça a fonctionné comme des couches, hein, c'est-à-dire que la roche va se mettre par-dessus l'herbe. Bon, sauf que dans notre cas, vous avez dû sans doute remarquer, ça fait des sortes de répétitions pas agréables à regarder. Pour ça, il y a différentes méthodes de les enlever. D'ailleurs, dans la formation, je vous montre comment on peut créer des variations. Mais bon, actuellement, vu qu'on est dans un niveau débutant, on va encore une fois faire appel au Texture Coordinate. Voilà, clic droit, Texture Coordinate. Et donc à partir du Text Coordinate, on va faire appel à un Multiply. Et pour le B, on va créer un paramètre taille herbe. Donc vous vous doutez, il va y avoir une taille herbe et une taille rock. Vous allez mettre 1 en valeur et vous allez relier taille herbe au B. Donc vous reliez le normal et la texture de l'herbe au multiply et vous allez sélectionner les 3 nodes et faire CTRL W pour être dupliqué. Sauf que cette fois, le paramètre, vous le renommez taille rock et vous allez le relier au rock. À partir de là, on va pouvoir créer une instance du matériel et l'appliquer à notre paysage. Et à ce moment-là, on va pouvoir varier la taille de nos textures. Donc voilà, moi là j'ai créé une colline. Et donc imaginons que vous voulez faire un truc un peu crédible, bah vous allez peindre la pierre où le relief s'élève. Maintenant qu'on a vu le landscape et son matériel, on va s'intéresser au Megascan. Donc beaucoup d'entre vous doivent connaître Megascan. En fait, tout simplement, c'est une librairie d'assets de très haute qualité. Donc le logiciel s'appelle Quixel Bridge et il est relié directement à Unreal Engine 5. Et tout est disponible gratuitement. En fait, Epic Games a tout simplement racheté Quixel pour permettre notamment aux développeurs de bénéficier de tous ces assets qu'on va voir maintenant. Donc voilà, moi je vais choisir un matériel blanc pour que les Megascans soient vraiment bien visibles. Et donc pour ajouter des Megascans dans votre scène, vous allez en haut à gauche aller dans Content et vous cliquez sur Quixel Bridge. Donc voilà, ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre sur l'application Quixel Bridge. Donc en gros, Quixel Bridge, c'est la société qui a créé les Megascans, à savoir des mèches et des textures faits à partir de photos. Donc pour ça, vous allez devoir vous identifier. Mais bon, vous inquiétez pas, parce que vous pouvez aussi vous connecter avec votre compte Epic Games. Donc pour ça, vous mettez votre adresse email et votre mot de passe de votre compte Epic Games. Et normalement, ça devrait bien vous connecter. Voilà, donc pour vous dire, on a accès à plus de 16 000 assets et tout ça gratuitement. Donc voilà, maintenant vous prenez ce que vous voulez. Hein. Moi, il me faut un gros rocher pour que je vous montre des choses. Vous cliquez sur le Megascan que vous voulez télécharger, et donc à droite, il y a une petite fenêtre qui va apparaître. Donc vous pouvez choisir la qualité, donc Low, Medium, Height et Nanite, et donc vous avez juste à devoir download l'asset, et ensuite cliquer sur le bouton Add. Et automatiquement, ça va se mettre dans Unreal Engine. Donc soit cette méthode-là, soit tout simplement vous le prenez et vous le faites glisser sur votre scène. Bien évidemment, il faudra attendre qu'il charge, mais c'est vrai que ça peut être plus simple. Donc voilà, c'est une des grandes qualités d'Unreal Engine 5 aussi, c'est que Megascan est intégré, et est très facile d'utilisation. Et on remarque bien qui s'est rajouté dans ma scène. Donc voilà, vous pouvez voir l'asset qui est déjà de bonne qualité, hein, et pourtant je l'ai téléchargé qu'en médium, hein, pour vous dire. Donc voilà, c'est comme un asset normal, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le bouger, modifier sa rotation, son scale, etc. Et donc vous allez voir qu'automatiquement dans notre content drawer, il y a un dossier Megascan qui a été mis, avec dedans 3D Asset, et dedans il y a bien notre mesh avec les textures, etc. Donc tous les éléments Megascan que vous avez téléchargés se retrouveront dans ce dossier. Voilà, donc on va pouvoir également accéder à son matériau, et donc on va pouvoir changer quelques paramètres. Déjà on remarque que les matériaux de Megascan sont très complets, on a plein de paramètres modifiables, notamment on peut changer sa couleur. Donc voilà, si on veut lui donner une petite teinte, vous pouvez aussi modifier sa saturation, son brightness, son contraste, etc. Vous pouvez aussi modifier son normal strange, c'est-à-dire la puissance de la normal map. Donc voilà, plus on va monter, plus on va voir tous les détails de la normal map. Bon là évidemment j'ai abusé donc c'est vraiment pas beau, mais voilà, vous pouvez jouer avec ça aussi. Et ici, on a toutes ces textures. D'ailleurs, vous voyez bien l'importance de la normal map quand on modifie la texture, parce que malgré qu'il n'y ait plus la texture, on voit quand même tous ces reliefs, etc. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans hiérarchie, et on va ouvrir le vrai matériel. Alors évidemment, vous pouvez changer le matériau, etc. Mais là, c'est vraiment d'un niveau très avancé. On parle de fonctions de matériaux, etc. Donc, voilà, parce que là, on a l'impression qu'il n'y a rien, mais en fait, c'est des fonctions qui contiennent leur propre node.
Donc voilà, on va retourner dans Quixel Bridge et cette fois on va aller dans les matériaux. Donc voilà, quand on va dedans, on a encore une fois plein de matériaux disponibles. Donc voilà, je vais aller un peu au hasard, je vous avoue. On va par exemple prendre ça. Alors automatiquement, quand vous faites glisser le matériau, ça va créer une boule avec le même matériau pour vous donner ce que ça donne. Donc voilà, vous remarquez qu'il y a un nouveau dossier qui s'est ajouté. On a du coup les assets 3D et les surfaces qui contiendront donc les matériaux. Encore une fois, le matériau marche comme un matériau normal, c'est-à-dire que vous pouvez l'assigner à n'importe quel asset, ou même par exemple à votre map. Par exemple là, si on le glisse à notre terrain, donc ça va compiler, normal, mais vous voyez bien qu'il s'est rajouté, et donc on voit même la réflexion du matériau, etc. Bon après, évidemment, je ne vous conseille pas de faire ça, tout simplement parce qu'un matériau Megascan sur toute une map, ça prend beaucoup de ressources. Et il y a une dernière chose qu'on n'a pas encore regardé dans Megascan, c'est la végétation. Donc oui, il y a aussi de la végétation, donc vous allez aller dans plantes, et non, dans notre cas, on va prendre ces petites fougères, et encore une fois, ça va vous créer un nouveau dossier, qui cette fois s'appellera 3D Plant, qui contiendra donc toute la végétation. Donc voilà, vous pouvez la glisser sur votre niveau, et donc on voit bien son ombre, etc., qui donne un bel effet de réalisme. Et une chose qui n'est pas présente, mais qu'on peut activer, c'est si vous cliquez sur son matériel, donc déjà vous remarquez que c'est un matériel un peu particulier, donc voilà à quoi ressemble un matériau de plante. Mais donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la dernière partie, Wind, qui veut dire vent en français, Donc là, vous cochez le Wind et vous cochez le Enable Grass Wind. Et à ce moment-là, vous aurez bien votre feuillage qui va simuler le vent. Donc voilà, ça fait vraiment un bel effet, comme s'il y avait vraiment du vent. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on s'éloigne, la plante va baisser en qualité. Ça, c'est tout simplement les LOD. C'est-à-dire que plus on va s'éloigner, plus la qualité va baisser. Mais c'est sans importance, parce que vu qu'on s'éloignera, on verra pas la baisse de qualité. Donc là, vous remarquez qu'on peut les dupliquer, on peut mettre autant de Megascan qu'on veut sur notre scène. Mais on va tout supprimer parce que ce qui va nous intéresser, c'est le foliage. Donc le foliage, c'est un outil qui va nous permettre de pouvoir peindre en fait des static mesh. Donc en haut de votre viewport, vous allez cliquer sur l'icône de plante et vous remarquez que déjà automatiquement vos fougères se sont mis dedans. Donc ouais, la végétation de Megascan se mettra toujours automatiquement dans votre foliage. Ce qui est plutôt cool parce que ça représente un gain de temps. Donc voilà, comment marche le foliage? Tout simplement, vous allez pouvoir peindre ces trois acteurs. Et donc ça va marcher comme le landscape en forme de pinceau. Donc en fait, ça va vous permettre de peindre des objets. Vous allez donc pouvoir régler le brush size, donc la taille de votre pinceau, mais aussi la densité de mèche que vous pouvez mettre. Donc voilà, juste si je peins une fois, vous remarquez qu'on a bien 9 fougères qui se sont mis, uniquement du premier mesh. Pourquoi? Parce que c'est le seul qu'on a activé. Les deux autres ne sont pas activés. Donc voilà, on a le Paint Density, mais si vous cliquez sur un mesh, vous aurez en dessous ses détails, à savoir sa propre densité à lui, donc pas la densité du pinceau, mais sa densité à lui. Donc voilà, par exemple, si on met sa densité à 500, ce qui représente 5 fois plus, et quand vous allez peindre, vous allez remarquer qu'il va y en avoir 5 fois plus, parce qu'on a modifié sa densité. Si vous voulez par exemple tous les supprimer, on a donc l'outil gomme qui va nous permettre de les supprimer, mais on peut aussi cliquer sur All, et ensuite cliquer sur Remove. Donc le All va nous permettre de tous les sélectionner, et le Remove de les supprimer. Également, quelque chose qui peut être important, c'est le Scale X. Donc ça va être la hauteur. Donc ça va vous permettre à chaque mesh d'avoir une taille aléatoire, comprise entre un minimum et un maximum. Et donc ça va nous permettre de ne pas avoir tous les mêmes meshs. Par exemple, si vous avez une forêt d'arbres, et que les arbres par exemple font tous la même taille, c'est bizarre et ça va manquer de réalisme. Donc de base, quand on va peindre, le minimum sera à 1 et le maximum à 1. Là, donc on peut mettre 1, 3. Donc là, on a mis 1 en minimum et 3 en maximum. On va aussi baisser un peu la densité, sinon ça va faire trop. Et quand on peint, on va remarquer qu'il va y avoir des fougères très grosses et des fougères plus petites. Ensuite, si vous cliquez sur All, ça va permettre de tous les sélectionner. Et si vous cliquez sur la touche Supr ou si vous cliquez sur l'icône de la poubelle, ça va tous les supprimer. Également, donc comme on avait dit tout à l'heure, les deux autres fougères ne sont pas activées. Si vous voulez les activer, vous allez dessus et vous cochez la petite encoche. Et là, vous avez remarqué que quand on va peindre, on va avoir les 3 fougères qui vont peindre. Et d'ailleurs, à chaque fois que vous peignez, vous pouvez voir leur nombre en temps réel. Donc voilà, depuis tout à l'heure, on fait avec de la végétation. Bon, ça va être n'importe quoi, mais je vais mettre notre roche Megascan dedans. Et vous allez pouvoir peindre également les roches. Bon, ne faites jamais ça, surtout avec des roches grosses comme ça, placez-les manuellement. Mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut utiliser le foliage avec n'importe quel mesh. Également, avec l'outil Select, vous pouvez sélectionner que un mesh, et vous pourrez modifier ses valeurs. Vous pouvez aussi, avec l'outil Lasso, sélectionner des meshs avec un pinceau, et encore une fois, modifier leurs valeurs. Donc là, par exemple, on peut les décaler par rapport au reste du groupe. Vous pouvez aussi, avec l'outil Single, peindre un par un. Donc pour ça, à chaque fois, vous allez devoir recliquer, mais ça va quand même être plus rapide qu'à chaque fois revenir dans le content drawer, etc. Par exemple, si vous voulez placer précisément des arbres, le single peut être une très bonne option. Voilà, aussi une chose très importante, vous pouvez peindre sur d'autres acteurs. Donc là, voilà, on peut par exemple peindre sur notre Megascan qu'on a mis tout à l'heure. Et d'ailleurs, dans les options, on a le filter, où on va pouvoir désactiver les éléments où on peut peindre dessus. Donc voilà, quand Static Mesh est activé, on peut peindre, on voit le pinceau. Si on décoche, on ne pourra plus peindre dessus parce qu'on l'a désactivé. Pareil pour le landscape, donc là, on peut peindre par exemple sur notre Static Mesh.
Par contre, si on va sur notre landscape, on ne pourra plus peindre. Donc ça pareil, imaginez vous êtes dans une ville et que vous voulez peindre par exemple de l'herbe, et bah pour éviter par exemple de la peindre sur le toit d'une maison, vous décochez Static Mesh et ça peindra uniquement le landscape. Après avoir vu les Megascans, on va parler de Nanite. C'est avec Lumen l'une des nouvelles technologies d'Unreal Engine 5. En fait, qu'est-ce que Nanite? C'est un système de visualisation qui va nous permettre d'importer des meshs de très haute qualité avec des millions de triangles, mais qui va permettre de le faire tourner comme si c'était un asset normal. Donc pour vous dire, en comparaison, avant c'était impossible de faire ça, dès que vous en mettiez un, bah ça laguait à mort, enfin c'était impossible. Et maintenant, grâce à Unreal Engine 5, vous pouvez en glisser des centaines sans aucun problème. Et donc avoir des assets photoréalistes d'une qualité incroyable. On va donc voir ça tout de suite dans Unreal Engine 5. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre encore une fois dans Bridge, et donc là je vous conseille quand même de prendre un rocher ou quelque chose du genre pour bien voir le fonctionnement de Nanite. Donc dans mon cas, je vais prendre lui. Et pour importer un asset Nanite, vous allez dans ses options de qualité, et là, vous allez pouvoir choisir Nanite. Donc là, on va le télécharger, et donc vous allez pouvoir le faire glisser dans votre scène. Donc voilà, on va avoir un asset de la plus bonne qualité possible, mais là, si vous revenez dans votre content drawer, et que vous faites un clic droit sur l'asset, on peut voir donc un paramètre Nanite, et là, on peut l'activer ou le désactiver. Et en fait, là où on va pouvoir vraiment voir le processus de Nanite, c'est en activant dans le View Mode, Nanite Visualisation, donc tout en bas. Là, vous pouvez sélectionner les triangles. En fait, Nanite va permettre de charger les triangles de votre mesh en fonction de la distance où vous êtes. Donc plus vous allez vous éloigner, moins il y aura de triangles, et donc la qualité de l'asset baissera. Et on va voir que si je me rapproche, les triangles vont devenir de plus en plus nombreux. Et voilà, si on s'approche vraiment, on va voir vraiment les triangles du mesh. Et donc à quoi va servir Nanite? Et ben il va par exemple nous servir à créer une scène avec des assets avec des millions de polygones, mais en étant fluide parce que Nanite va permettre une optimisation incroyable. Donc voilà, même pour les jeux par exemple, on va pouvoir avoir des assets d'une extrême bonne qualité sans pour autant avoir des chutes d'FPS. Et voilà, rien qu'avec cet asset, je pourrais le dupliquer des centaines de fois, que mon niveau resterait fluide. Alors qu'avant, sans Nanite, vous mettez deux assets comme ça, vous auriez eu des baisses de qualité, etc. D'ailleurs, si on va dans son Static Mesh, d'ailleurs, vous pouvez voir que Nanite est bien activé, on le voit dans les details à droite, et donc vous avez le choix de le désactiver ou de l'activer. Vous pouvez aussi également voir ses clusters. Donc en gros, les clusters vont s'ajuster en fonction de la taille sur l'écran et de la distance. Vous avez également le Overview Nanite, donc voilà, vous pouvez voir toutes les options de Nanite, etc. D'ailleurs, petit point sur l'optimisation. Si depuis tout à l'heure, par exemple, vous sentez que vous laguez ou que votre ordi ne tient pas trop le coup, vous pouvez aller dans les settings et Engine Scalability Settings. Et donc là, vous allez pouvoir choisir la qualité de votre viewport. Après voilà, par exemple, si je mets low, voilà, tous les effets, les ombres, les lumières seront désactivés. On a également medium, height. Donc voilà, pour vous montrer, même si je mets en cinématique avec Lumen et Nanite, bon, on voit bien que je tiens les 60 fps. Et même peut-être à la sortie d'Unreal Engine 5, ce sera encore mieux. Maintenant qu'on a vu tout ce qui était plutôt visuel, on va s'intéresser à la programmation. Sur Unreal Engine, la programmation se fait en Blueprint. C'est un langage originaire du C++, mais qui va permettre par exemple de coder votre jeu uniquement avec des nodes, c'est-à-dire qu'en représentation graphique. Vous allez relier vos nodes pour créer une logique et créer du gameplay. Pour ma part, je trouve ça beaucoup plus intuitif que du code normal, parce qu'on a par exemple les syntaxes à ne pas respecter, et puis surtout, tout est visuel et facilement compréhensible. Les interfaces sont très bien adaptées et on va le voir maintenant. Donc voilà, on va notamment s'intéresser à nos personnages, qui ont donc leur propre blueprint. Alors évidemment, nos mannequins qu'on voit dans la scène ne sont pas des blueprints. Pour ça, vous allez dans Third Person BP, donc BP pour blueprint, et vous allez dans Blueprint. Et donc là, vous aurez votre caractère en blueprint et le Third Person Game Mode. Si on double-clique dessus, on va donc arriver sur l'interface du blueprint. Donc voilà, pour représenter au milieu, vous aurez le graphe, à droite les details, et à gauche, vous aurez les componentes et tout ce qui concerne le blueprint, à savoir les variables, etc. Mais bon, pour revenir au game mode, quand par exemple on appuie sur play, on va remarquer qu'on n'a rien de sélectionné. C'est-à-dire qu'on va juste être en mode caméra et on va pouvoir naviguer, mais on ne pourra pas contrôler ce mannequin. Pour ça, donc, on va devoir changer le game mode. Et justement, dans le pack d'Unreal Engine, on a le game mode attribué à ce mannequin. Donc le game mode, donc c'est un mode de jeu, et donc ça va permettre d'appliquer ses propres règles quand on va jouer. Donc voilà, si on va dans le World Settings, c'est-à-dire les paramètres de notre monde, on voit justement qu'on a une case Game Mode. Actuellement, il y a None, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Game Mode attribué. Pour ça, vous cliquez dessus, et là, donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est donc le Game Mode du personnage, c'est-à-dire le Third Person Game Mode. Donc on aurait pu le sélectionner, mais on peut aussi le prendre et le glisser dessus. Donc là, quand on va jouer, grâce au Game Mode, on va pouvoir contrôler notre mannequin. Donc voilà, on va supprimer les deux autres mannequins sur la scène, et également le Megascan. Et donc d'ailleurs, ce que je vous conseille de faire, c'est de glisser l'onglet à côté de votre onglet de map. Comme ça, vous pouvez switch très rapidement entre les deux. Donc là, actuellement, dans notre blueprint, on est dans le Construction Script.
on voit notamment en haut, mais on va pouvoir également aller dans le viewport et l'event graph. Donc si on se rend dans le viewport, on se rend compte qu'on a une nouvelle fenêtre, et donc notamment un viewport où on aura notre personnage. Et donc là, on va voir tout ce qui compose notre blueprint. D'ailleurs, on a exactement les mêmes contrôles que dans le viewport. Donc voilà, vous pouvez utiliser ZQSD et tout ce qu'on a vu avant. Donc voilà, vous remarquez, on est dans un monde encore une fois infini, mais voilà, nous ce qui nous intéresse, c'est notre personnage. Donc déjà, on a les componentes, donc c'est tout ce qui compose notre scène. Donc vous voyez bien, on a notre mannequin, on a également donc une caméra derrière qui va être donc notre vue à nous, en tant que joueur. La capsule component va nous servir à gérer les collisions, et en dessous vous aurez le character movement. Donc voilà, si on clique sur un élément, on va avoir ses propres détails qui vont apparaître à droite. Donc si on clique sur notre mesh, on voit bien qu'on va avoir tous ces détails, c'est-à-dire son mesh, ses animations, son matériel. Et en dessous vous aurez aussi les closing, physique, etc. Mais voilà, actuellement, on spawn là où notre caméra regarde quand on ne joue pas. Donc je vais mettre un cube et surtout un player start. Le player start va permettre donc de définir un point de spawn, et donc le cube il sert de repère. Mais voilà, on va voir qu'à chaque fois qu'on spawn, on va bien spawn à côté de notre cube, là où il y a le player start. Voilà, si par exemple on le met hyper en hauteur, et qu'on appuie sur play, notre mannequin va bien spawn en hauteur. Également, quand vous sélectionnez le mesh, on a les animations. Donc l'anime class, qui va en fait permettre de sélectionner une animation de blueprint. Et donc pour ce personnage, on a déjà un blueprint d'animation activé, avec ses mouvements, etc. Si dans l'anime class, on le désactive, et qu'on appuie sur compile, on va voir que notre mannequin va se mettre en T-pose, donc la pose quand il n'y a pas d'anime, et si on joue et que vous avancez ou vous sautez, etc., ça ne jouera aucune animation. Donc voilà, pour la remettre, vous la sélectionnez, donc c'est le third person anime BP, et vous pouvez compile. Donc voilà, ensuite on a la caméra, et le caméra boom. Donc il va être un sorte de trait qui va pouvoir diriger la caméra. C'est-à-dire que si je sélectionne le caméra boom et que j'augmente la distance, si on se met à jouer, on va remarquer qu'on va être beaucoup plus loin de notre personnage. Mais voilà, ça peut donner un sorte d'effet pour votre jeu, donc vous pouvez la mettre comme vous voulez. Et ensuite, on a le character movement. En fait, le character movement va nous permettre donc de gérer tous les mouvements du personnage. C'est-à-dire par exemple la vitesse, la vélocité, à quelle hauteur il peut sauter, etc. Donc voilà, imaginons dans notre cas qu'on veut qu'il marche moins vite. Et bien ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans Character Movement Walking. Donc là, vous avez le max walk speed. Actuellement, il est à 600. Si on le divise de moitié et qu'on le met à 300, on va voir que notre personnage va aller 2 fois moins vite. Et aussi, grâce aux différents outils d'animation d'Unreal Engine, nos animations vont s'adapter à la vitesse. Voilà, donc juste pour montrer l'adaptation d'animation, si on le met à 100, donc à une valeur quand même très faible, et qu'on joue, on va avoir cette fois une sorte d'animation de marche de notre personnage. Donc voilà, on peut remettre tous les valeurs par défaut. Maintenant, on va se rendre dans l'event graph. Et là, cette fois, vous remarquez qu'il y a déjà des choses. Donc voilà, le third person character a déjà des choses pour qu'on puisse contrôler notre personnage. Voilà, depuis tout à l'heure, on peut user les touches pour se déplacer, etc. Donc quand vous êtes dans l'event graph, vous pouvez faire la molette pour zoomer et le clic droit pour vous déplacer. Donc voilà, si on s'intéresse par exemple à l'action de sauter, on voit que c'est très simple. On voit qu'on a une touche d'action et que si on appuie dessus, on saute. Et si on arrête d'appuyer, on arrête de sauter. Donc voilà, et dans notre cas, l'input action jump, ça va être la barre espace. Si vous voulez voir en détail les input actions, elles sont disponibles. Donc vous allez aller dans Settings, Project Settings, et là vous allez aller dans Input. Donc c'est divisé en deux, on a les actions mappings et les axis mappings. Donc en fait les action mappings, ça va être quand vous appuyez sur une touche et que vous relâchez. Tandis que les axis mappings vont permettre d'avoir une action continue. C'est-à-dire que quand vous marchez, vous n'allez pas marcher une seconde et vous allez vous arrêter. C'est-à-dire que par exemple la touche avancer, elle va avancer tant qu'on appuie sur la touche. Voilà, on retourne dans notre event graph. Et donc juste, il faut savoir quand même que le jump et le stop jumping sont donc des fonctions créées par Unreal Engine. En fait, Unreal Engine, on crée plein de fonctions pour nous faciliter la tâche. Et au lieu qu'on doit coder le jump machin, eux en fait ils l'ont déjà codé. Et à partir de ça, ils ont créé une fonction pour que nous on puisse juste l'utiliser et que ça marche. Donc voilà, la fonction jump, il y a tous des calculs derrière. Mais nous, on a juste à l'appeler et notre personnage sautera. Donc voilà, maintenant à notre tour de créer quelque chose. Et vous allez voir qu'on peut créer quelque chose de simple très rapidement. Donc imagine qu'on veut, par exemple, faire tomber notre personnage quand on appuie sur une touche. C'est ce qu'on va coder maintenant. Donc vous allez faire clic droit pour appeler un node. Et donc là, on veut par exemple faire tomber le personnage quand on appuie sur G. Pour ça, vous écrivez keyboard G. Et là, vous cliquez dessus et il y a bien notre touche qui apparaît. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément besoin que votre touche soit dans le action mapping. On peut appeler une touche comme ça. Donc voilà, notre G, quand il va être pressé, qu'est-ce qui va se passer? Et là, justement, on va devoir définir les actions quand on va presser cette touche. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est faire tomber le personnage. Pour ça, si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas savoir, mais le node s'appelle set simulate physique. Et là, on va sélectionner celui avec, entre parenthèses, mesh. Parce que ce qu'on veut, c'est faire tomber notre personnage, donc notre mesh. Et donc là, on dit bien qu'on veut simuler la physique, et que le composant ciblé, c'est notre mesh.
Et là, si vous appuyez sur C, on va pouvoir ajouter un commentaire. Donc ça aussi, ça peut être très utile, par exemple, pour vous retrouver et pour que votre code soit bien organisé. Donc là, vous voyez, on a le command texte en haut. Et là, on peut marquer simuler la physique. D'ailleurs, n'oubliez pas de cocher le simulate, hein, sinon ça ne marchera pas. Et vous pouvez compile. Donc là, on a bien notre personnage. Et si vous appuyez sur G, on va remarquer que notre personnage va disparaître. Pourquoi? Donc en fait, là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a appliqué la physique. Donc notre personnage en courant s'est déstabilisé et est tombé. Sauf qu'on n'a pas activé les collisions. Donc en fait, quand on applique la physique, le personnage ne détecte pas le landscape. Et donc il traverse. Et donc pour ça, on va devoir rajouter un petit node. D'ailleurs, quand vous sélectionnez un node, vous pouvez le bouger avec les flèches. Ce qu'on va devoir faire, c'est un set collision enable. Évidemment, vous sélectionnez celui avec le mesh. Donc ça, c'est dit dans son nom, ça va activer les collisions pour notre mesh. Donc là, on voit dans le new type qu'on a no collision. Et nous, on va sélectionner collision enable, carry and physique. Donc si on compile et qu'on retourne à notre niveau, si on appuie sur G, on va bien voir notre personnage tomber. Quand notre personnage tombe, on peut toujours modifier la caméra. Tout simplement parce qu'il n'y a que notre mesh qui a été impacté. Donc là, voilà, on peut voir comment la physique réagit. C'est assez drôle d'ailleurs. Maintenant, donc, on va voir un petit peu les variables. Donc voilà, à quoi sert une variable? En fait, une variable va pouvoir stocker une info et on va pouvoir la réutiliser pour faire des choses. Par exemple, on peut créer une variable vie. Et si vous ouvrez les variables types, on va voir donc différents types de variables. Alors, on ne va pas tout voir d'un coup comme ça parce que ça sert à rien en fait. Mais nous, par exemple, si on veut stocker une valeur d'un nombre, on va sélectionner integer. Donc là, on va falloir qu'on compile. Et là, on va pouvoir donc mettre les valeurs de notre vie. Dans notre cas, on peut mettre 100. Voilà, et donc on a getSet. Donc on va pouvoir soit avec le get récupérer sa valeur, soit avec le set la définir. En fait, le print string va nous servir à afficher quelque chose en tant que log. Et donc voilà, là par exemple, on va afficher les valeurs de notre vie. Et du coup, avant ça, on va mettre un event tick. Donc en fait, un event tick, ça va faire appel à notre code à chaque frame. Et donc là, notre vie, on va la mettre par exemple à 100. Et donc vous allez voir qu'à gauche, à chaque image, on va voir notre vie qui apparaît. Et également pour finir avec le blueprint, donc voilà, par exemple la physique, on va détacher le G. On va faire un add custom event. Donc on va l'appeler physique, et donc là on va pouvoir le relier à notre code. Et donc tout ça va appartenir à l'event physique. Et donc on va revenir à notre G, et donc là vous allez pouvoir faire appel à votre event physique. Et donc pourquoi c'est mieux de faire ça? Parce que par exemple, si on va par exemple sur le jump, on s'en fout, on va pouvoir quand on veut faire appel à notre event. Et donc là si on compile, si on appuie sur espace, ça va également jouer la physique. Voilà, il est enfin temps de créer cette map, donc la map que vous avez vue en début de vidéo. Donc voilà, on va voir pas à pas comment la créer. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez faire exactement la même map que moi. Mais vous pouvez, et je vous invite presque même plus, à faire une map différente. Voilà, en suivant le tuto à côté, faire votre propre truc, etc. Bon, vous faites comme vous voulez. En tout cas, maintenant, ça va plus être une partie level design. Et vous allez voir qu'avec Unreal Engine, c'est très cool et très amusant à faire. Et donc, on est parti pour créer le monde que vous avez vu en début de vidéo. Donc voilà, vous allez créer un nouveau projet Unreal Engine 5 et encore une fois on va sélectionner le third person pour, comme je l'ai dit précédemment, avoir une échelle par rapport à notre map. Et moi dans mon cas je vais le renommer projet Nat. Pourquoi Nat? Parce que c'est le préfixe de nature. Voilà, je suis pas allé chercher loin. Et donc on va arriver sur cette scène. Bon déjà ce que je peux vous conseiller de faire, c'est d'organiser vos dossiers, etc. pour travailler en efficacité quand vous créez votre monde. Déjà ce que j'ai fait c'est qu'à partir du Medieval Game Environment, j'ai pris quelques matériaux que j'ai mis dans un dossier que j'ai appelé Nat Asset. Donc ce dossier Nat Asset est disponible en téléchargement dans la description. Et en fait, il va tout simplement nous permettre de ne pas créer pendant 1 heure des matériaux complexes, etc. Puisqu'on aura déjà notre matériau pour l'eau, notre paysage, etc. Vous pouvez le télécharger et vous le glisser dans le content. Vérifiez bien quand même qu'il n'y a pas d'erreur. Et donc normalement, dans votre content, vous retrouvez le Nat Asset et donc dedans tous nos matériaux. Et si vous avez des problèmes avec le téléchargement ou quoi, dites-le dans les commentaires et on réglera le souci. Donc déjà, dans notre dossier Nat Asset, vous allez créer un nouveau dossier Map. Et à partir de là, on va créer un nouveau level. Et comme tout à l'heure, on va sélectionner le empty level. Et cette fois, vous allez dans Nat Asset, Map. Et moi, dans mon cas, je vais l'appeler Nat_Map. Donc voilà, là, on va faire un peu comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc vous cliquez sur l'icône de landscape. Et là, juste avant de créer votre landscape, dans la section, vous n'allez pas faire one par one. Vous allez faire 2 par 2. Et du coup, on va agrandir notre map en 2. Voilà, c'est pour s'assurer qu'on a assez de place. Ensuite, on va rajouter donc un Sky Atmosphere, suivi d'une Directional Light. Donc vous la mettez en Movable. Et n'oubliez pas, comme tout à l'heure, on va descendre jusqu'à Atmosphere and Cloud. Et là, vous cochez le Atmosphere Sunlight. Ensuite, Visual Effect. Et vous glissez un Exponential Hide Fog pour combler l'espace noir. Et pour finir, vous allez rajouter un Skylight. Où vous allez cocher le Real Time Capture. Donc voilà, en termes de lumière, on a ce qu'il faut. Et aussi là, on va glisser nos 2 mannequins pour comparaison de taille. Et donc là, on va aller dans notre Nat Asset. Et là, vous allez glisser le MI Auto Landscape
dans votre landscape matériel. Donc évidemment, ça va faire un rendu noir. Et là, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer différents matériels pour remplacer les textures de base du MI Auto Landscape. Donc on va aller dans Quixel Bridge et vous allez rechercher des matériaux. Donc déjà, il va nous falloir des textures d'herbe. Donc pour ça, moi j'ai trouvé le Mossy Grass. Encore une fois, à vous d'adapter, hein. Si vous voulez prendre un autre matériau, vous pouvez. J'ai choisi également le Mossy Creekstone pour la pierre. Voilà, si on voit que les matériels ne vont pas, on ajustera. Le Mossy Ground, le Forest Floor, donc pour avoir une texture de terre. Donc pour le A matériel, vous allez mettre la Mossy Creekstone. En matériel B, vous allez mettre le Mossy Ground. Le matériel C, vous mettez le Forest Flower. Et en D, la Mossy Grass. Donc on va aller dans l'outil Landscape et dans l'onglet Paint. Et donc on va cliquer sur le petit plus pour pouvoir peindre nos matériels. Donc déjà on va faire le premier. Donc normalement, vous avez bien votre texture d'herbe. Et normalement quand vous peignez, donc ça met une texture de roche. Donc là par exemple dans mon cas, je me suis rendu compte que la texture de roche n'avait pas du tout. Et donc du coup si vous voulez changer, vous changez le matériel A. Et du coup j'ai décidé de changer avec le Forest Flower. Si vous voulez par exemple mettre de la roche ou quoi, libre à vous de le faire. Et du coup, je trouve que ça donne un rendu beaucoup mieux. Donc voilà, on a déjà bien notre matériel du landscape. Également, ce que vous pouvez faire, c'est qu'on peut rajouter des volumétries cloud. Donc pour ça, vous allez dans Create, Visual Effects, et vous pouvez les rajouter. Donc voilà, en fait, les volumétries cloud, ça va un peu essayer de simuler les nuages dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'ils vont être en 3D, et ils vont avoir un effet beaucoup plus réaliste. Donc voilà, nous, ce qu'on va vouloir, c'est une étendue d'eau. Pour ça, il y a plusieurs moyens de le faire, mais moi, j'ai choisi le plugin Water. Moi, je trouve que c'est la meilleure parce que c'est une solution qui va nous permettre de modifier très rapidement notre étendue d'eau. Donc pour ça, vous allez aller dans Edit et dans Plugin. Quand vous êtes dans Plugin, vous allez dans la barre de recherche et vous allez taper Water. Le plugin Water va apparaître et vous avez juste à le cocher et ensuite vous allez devoir redémarrer votre projet. Donc voilà, ensuite il y a les shaders qui vont compiler, donc moi par exemple ça a pris entre 3 et 5 minutes, il faut être un peu patient. Et donc quand on revient, on va aller dans Windows et on va activer la fenêtre Place Actor. Et vous marquez Water dans la barre de recherche. Et donc là on va tomber sur tous les éléments du plugin Water. Donc voilà, encore une fois il y en a beaucoup. Dans notre cas, ce qu'on veut, c'est le Water Body Lake pour créer un lac. Mais attention, ne le glissez pas tout de suite parce que avant, on doit faire une petite modif. Donc vous allez cliquer sur votre landscape et là vous allez cocher le Enable Edit Layer. Très important. Si vous ne cochez pas, ça ne marchera pas parce que vous n'autoriserez pas le plugin à modifier le paysage. Et ensuite, vous allez pouvoir cliquer sur le Body Lake et le glisser sur votre terrain. Donc voilà, ça va créer une étendue d'eau. Et d'ailleurs, vous remarquez que si vous allez dedans, on va avoir un post-process, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir l'impression d'être dans l'eau. Donc c'est plutôt cool. Mais nous, ce qu'on veut déjà, c'est changer le matériel de l'eau. Parce que là, ça fait pas du tout réaliste, hein. Ça fait pas du tout lac, il y a des vagues, etc. C'est bizarre. Donc si on va dans les details du Water Body Lake, on a deux matériels. Nous, ce qu'on veut, c'est changer le water matériel. Parce que le underwater post-process, on va le garder pour avoir l'effet sous l'eau. Et donc, vous allez ouvrir votre Content Drawer, vous rendre dans Dataset, Material. Et là, donc, on va avoir un matériel dédié à l'eau. Et donc, vous le glissez dans le water matériel. Voilà, ça va sans doute charger. Et donc là, on va bien avoir le matériel qui s'applique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà move to sidebar nos onglets pour avoir plus de place, parce qu'on va passer en quelque sorte en level design. Donc déjà, quand vous allez dans Sculpt, vous remarquez dans le Edit Layer qu'on a Water et Layer. Donc si vous gardez comme ça et que vous voulez sculpter dans l'eau, ça ne va pas être possible parce qu'il va falloir en fait déplacer le Layer au-dessus du Water. Et là, vous pourrez peindre comme vous voulez. Donc voilà, juste précision. Nous, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier la taille de Slack. Et c'est ça qui est également cool avec le plugin Water, c'est qu'on va pouvoir très rapidement le faire. Et là, en fait, ça va être très facile parce qu'on a un système de spline. Donc en fait, les splines, c'est les lignes blanches que vous voyez. Et donc là, on va pouvoir les bouger pour agrandir notre lac. Si vous voulez créer un nouveau point, vous appuyez sur Alt et vous déplacez et ça va vous créer un nouveau point. Donc voilà, moi, j'essaie de faire un truc un peu crédible. Voilà, on peut un peu l'agrandir comme ça. Alors, je vais aller de l'autre côté pour voir ce que ça donne. Donc voilà, avec des outils comme ça, c'est très facile de créer des choses rapidement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une petite variation, un petit débordement comme ça. Pas trop non plus. Donc voilà, si on s'éloigne un peu, on peut voir un peu les distances. Et donc moi, ça me convient. On a très rapidement fait notre lac. Également, ce que vous pouvez faire avec le plugin Water, c'est rajouter par exemple une rivière. Donc voilà, on va la mettre n'importe où sur le côté là. Et là d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plus l'orienter du côté du joueur. Voilà, alors attendez, on va attendre qu'elle charge. Donc là, ce qui est bien avec la rivière, c'est qu'elle peut faire la transition entre elle-même et le lac. Donc c'est génial, mais là le problème, c'est qu'on n'a pas le même matériel. Donc faut remarquer que pour la transition, c'est pas fou, ça sert même à rien en fait. Et donc pour ça, on va encore appliquer notre matériel. Donc vous voyez, hein, là, River to Lake Transition, River to Ocean Transition. Donc voilà, si déjà on modifie la transition, on va être bien. Sauf qu'on va avoir donc ce cut là, parce qu'on n'a pas modifié le matériel de la rivière. Donc voilà, vous allez appliquer le matériel à tous les autres. Et on va donc être en concordance avec notre lac. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est déplacer un peu le mannequin vers la rivière.
Comme ça, on va pouvoir modifier sa taille. Donc voilà, avec la rivière, mais même avec le lac, hein, on va pouvoir modifier ses courbes, sa taille, sa profondeur et plein d'autres paramètres. Donc voilà, moi je vais quand même la rétrécir, parce que moi ce que je veux c'est une petite rivière. Donc voilà, vous allez à chaque point et vous pouvez rétrécir. Ensuite, si vous voulez comparer, vous pouvez appuyer sur play et voir un peu ce que ça donne si vous vous baladez. Donc voilà, là sa taille je la trouve plutôt crédible et donc je vais laisser comme ça. Donc on peut faire ça avec la rivière mais aussi avec le lac. Donc il y a le channel depth, regardez si je modifie, on va pouvoir modifier sa profondeur. Et également ses transitions. Donc nous dans notre cas on va pas mettre trop profond non plus, hein, parce que c'est un lac. Et on va mettre des bonnes transitions comme ça. Bon, maintenant ce qu'on va pouvoir faire, c'est modifier le paysage. Qu'est-ce que j'entends par là? Et ben en fait le but ça va être de donner une impression qu'on n'est pas dans un monde qui se coupe. Parce que là, à la fin du landscape, il n'y a absolument plus rien. Donc justement ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu sculpter autour du lac pour donner une impression qu'on est entouré de montagnes, etc. Et donc pour donner un paysage. Donc vous allez prendre le sculpte. Donc voilà, vous faites un peu des tests avec votre pinceau pour voir. Et donc là, on va peindre tout autour. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de faire des trucs ultra précis, hein. Faut juste peindre autour. Et vous voyez que quand on va être au sol, on va avoir cette impression d'être entouré, et pas cette impression de cassure qu'on a là-bas. Alors n'abusez pas non plus, hein, ne faites pas trop non plus des montagnes, parce que sinon vraiment on va sentir que c'est trop quoi. Mais voilà, il faut savoir que quand vous jouez à un jeu vidéo, etc., vous allez avoir la partie où le joueur va jouer, donc il va être regorgé de détails, justement pour donner cette impression qu'on va être dans un monde, mais tout autour ce sera vide. Donc voilà, ensuite on va utiliser l'outil Smooth pour un peu adoucir, et voilà, lui par exemple là-bas, c'est un peu trop. De toute façon, nous on va être à la vue du third person. Et donc voilà, quand on va jouer, on remarque pas les cessures du terrain et on va être entouré de collines. Bon après actuellement ça peut encore vous paraître bizarre le landscape, mais vous inquiétez pas, quand on va rajouter de la végétation etc, on va plus avoir cette impression de vide. Aussi ce que vous allez pouvoir faire, c'est en fait rajouter un matériau de terre là où il y a de la rivière. Donc on va aller dans Paint, vous activez le matériel C ou votre matériel de terre, et voilà, vous allez peindre tout le fond de votre rivière, parce que dans la vraie vie les rivières il n'y a pas de matériel au fond, hein. Et on pourrait même aller plus loin en rajoutant des rochers, etc. Mais bon, là, on va pas non plus rentrer absolument dans les détails. Le but est quand même de créer un monde réaliste assez rapidement. Voilà, on va également rapidement le faire pour le lac. Voilà, une fois que vous avez fini, on va pouvoir passer à la végétation. J'ai opté pour ce pack-là, le Temperate Vegetation Spruce Forest. Donc ça, c'est un pack créé par un mec qui l'a rendu gratuit, donc c'est pour ça que je le choisis. Parce que chacun de vous, vous allez pouvoir le rajouter à votre projet. En plus de ça, il est compatible avec UE5, ce qui n'est vraiment pas le cas de la majorité des packs. Donc c'est parfait. Donc on va avoir un peu des sapins, etc., des choses comme ça. Et donc là, vous faites ajouter au projet et vous sélectionnez le projet NAT. Voilà, si votre chargement prend un peu du temps, ce que vous pouvez faire, c'est qu'on va s'attaquer à la réflexion de l'eau. Pour ça, on va utiliser des plans de réflexion. Donc encore une fois, vous allez dans Create. Et dans Visual Effects, vous prenez le Planar Reflection. Donc là, je sais, ça peut paraître bizarre au début, hein. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez l'agrandir sur toute la surface de votre eau. Et vous allez aller dans votre Project Settings. Et dans la barre de recherche, vous écrivez Planar. Et là, donc dans Reflection, vous allez activer le Support Global Clip Plane for Planar Reflection. Ensuite, ça va vous demander de restart, donc vous redémarrez. Encore une fois, ça peut prendre du temps, hein, le temps de compiler les shaders, etc. Et donc là, quand vous allez revenir, si vous cliquez sur Planar Reflection, donc en fait le plane que vous voyez c'était une preview, donc dans les details vous pouvez la décocher là en bas, et donc en fait ça va créer du reflet. Une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir s'attaquer à notre forêt. Donc voilà, vérifiez bien que le pack a été importé, et donc on va aller dans PN Interactive Spruce Forest, dans Mesh. Ensuite, vous aurez le choix entre Full, Half et Small. Donc ça, en gros, c'est la taille des arbres. Nous, on va aller dans les plus grands, donc dans Full. Et là, vous avez le choix entre Height et Low, donc la qualité des arbres, hein. Donc voilà, si vous avez un PC qui tient pas forcément, prenez en low parce qu'ils vont être moins gourmands. Donc voilà, si on en fait glisser un, donc vous voyez bien, déjà il y a le vent qui est pris en compte. Donc on va aller dans l'outil foliage qu'on a vu tout à l'heure. Et donc vous sélectionnez les 3 arbres, vous les faites glisser. Ensuite vous allez vous rendre dans Half, Height, et vous allez aussi sélectionner les 4 arbres. Voilà, pour les arbres plus petits, on s'en occupera après. Donc déjà, on va tout sélectionner et on va déjà faire une variation de taille. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure avec les arbres, c'est très important parce que ça permet de créer une vraie variation et pas avoir tout de la même taille. Voilà, on va move to sidebar tous nos onglets et donc là on va tester un premier coup de pinceau pour voir un peu. Et voilà, moi ça me paraît plutôt correct, donc on va commencer à peindre autour de notre lac. Donc là, on n'a pas en fait sur une côte. C'est-à-dire que nos arbres vont être penchés un peu, ça va être un peu dégueulasse. Donc on va tout enlever. Et avant de peindre, on va aller dans Placement et vous allez désactiver le Align to Normal. Ça va permettre d'avoir des arbres qui ne vont pas s'incliner malgré le fait qu'il y a de la pente. Donc voilà, ils vont pas s'incliner en fonction de la pente, ils vont rester droits, comme une vraie forêt. Voilà, dans mon cas par exemple, l'Engine Scalability Settings, je vais le mettre en Height et pas en Epic.
Donc voilà, parce que regardez mes FPS. Bon, après on est dans l'outil foliage, donc ça prend, et en plus moi je filme. Voilà, donc vous allez en mettre un peu partout, hein. Voilà, ne soyez pas trop gourmand non plus, parce que non seulement on va y avoir les arbres, mais aussi la lumière, etc. qui va travailler, et donc le foliage peut très vite devenir gourmand. Voilà, donc là, vu qu'on n'a pas en gros, on va un peu rétrécir notre pinceau, et là on va peindre un peu plus en précision. Donc voilà, on peut tout sélectionner. Cette fois, on va mettre une densité un peu plus faible. Voilà, 0,2. Et là, en fait, on va un peu peindre les contours pour couvrir, encore une fois, un peu le landscape, hein, pour que ce soit crédible. Parce que si vous voyez juste des arbres au bord du lac et pas ailleurs, bah ça va faire bizarre. Donc voilà, notamment, vous pouvez peindre sur les collines. Et d'ailleurs, si on se rapproche de l'eau, on peut voir à quel point la réflexion travaille. Parce que dans le reflet de l'eau, on voit absolument tous les arbres. Donc voilà pour les arbres, on en rajoutera peut-être un peu tout à l'heure, vite fait. Également, ce que je voulais faire, c'était créer une sorte de petite île. Donc pour ça, on va faire un peu de la manière bourrine. Vous allez élever votre paysage, voilà, comme ça. Et ensuite, avec l'outil Flatten, on va un petit peu essayer de créer notre île. Voilà, également, deuxième idée que j'avais eue, c'était d'utiliser justement des éléments Megascan. Voilà, je pense que si on rajoute des gros rochers devant, ça peut donner un truc qui peut être cool. Donc voilà, moi j'ai téléchargé ce rocher massif nordique, et donc si on double-clique dessus, on voit bien que Nanite est activé. Donc déjà, on va un petit peu le tourner vers nous, et surtout, on va l'agrandir. Voilà, une fois que vous l'avez agrandi, on va le foutre un peu au fond. Voilà, encore une fois, le but c'est de ne pas avoir trop de vide devant nous. Voilà, une fois qu'on l'a bien mis, on va le dupliquer, ce qui va nous poser aucun problème parce qu'il y a Nanite activé. Donc voilà, l'autre, il va falloir un peu le différencier, donc vous allez un peu l'orienter de façon différente, mais surtout vous allez faire un clic droit dessus, et vous allez aller dans Transform. En fait, à partir de là, on va pouvoir créer un miroir, et du coup, on peut essayer de différencier les deux roches. Et notamment, on peut faire miroir sur l'axe X. Quand on fait ça, on va remarquer qu'en fait, on l'a inversé par rapport à l'autre. Et donc, on va pouvoir faire un truc un peu différent, notamment en variant la taille, etc. Donc voilà, on va un peu les reculer aussi. Voilà, encore une fois, moi je fais ça. Vous pouvez également créer votre propre monde. Moi je suis juste là un peu pour vous montrer comment on crée. Voilà, aussi je vais en rajouter un dernier comme ça. Et là cette fois on va faire Mirror Y, ce qui va bien le différencier des deux autres. On va retourner sur notre foliage et on va faire un peu de la place. Notamment parce que ici ça va être un peu un point de vue. Donc là par exemple, là où vous voulez mettre des chemins, vous pouvez enlever des arbres. Ou même pour l'optimisation, hein. Aussi, chose qu'on n'a pas encore mis, c'est le post-process volume. Voilà, maintenant vous connaissez comment on le met, hein. Visual Effect, et vous le glissez. On va également cocher le Infinite Extent. D'ailleurs, je vais en profiter aussi pour régler un peu mon soleil, notamment ma Directional Light. Voilà, on va la mettre juste au-dessus de nos rochers. Et moi, dans mon cas, ce que j'aime bien, c'est activer le Lens Flare. Voilà, j'aime bien l'effet que ça fait. Et dans notre cas, moi, je vais le mettre à 0,1. Voilà, pour pas qu'il soit trop abusé non plus. Mais le plus important, on va régler les couleurs de notre scène. Donc voilà, notamment la saturation qu'on peut un peu élever. Voilà, on va vraiment faire un truc léger. Par contre, le contraste, j'aime bien l'effet que ça fait, donc on va mettre à 1.2. Voilà, c'est à peu près tout pour notre post-process volume. Et cette fois, on va s'intéresser à un foliage un peu plus détaillé. C'est-à-dire qu'on va faire tous les petits sapins, les petites herbes, etc. Pour rajouter encore des détails dans notre scène. Mais déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peindre un sort de chemin. Donc vous allez sélectionner un matériel de terre. Voilà, vous allez faire un petit chemin dans la forêt qui mène donc devant le lac. Donc voilà, un petit chemin de terre, hop. Et donc toute notre petite végétation, on va la mettre en fait autour de notre chemin. Parce que vous vous doutez bien qu'on va pas pouvoir la mettre sur toute notre map pour l'optimisation, etc. Donc on va en mettre autour de notre chemin et aussi peut-être autour du lac. Alors attention, il faut savoir que tout ça est largement optimisable, hein. Mais bon, aujourd'hui c'est pas le but de voir l'optimisation. Mais encore une fois, juste avant de passer au foliage, j'ai eu une petite idée de mettre un pont. Donc voilà, on va un peu modifier ses dimensions et tout pour que ça colle bien. Vérifiez également bien qu'il rejoigne les deux côtes. Et surtout, vérifiez bien ses collisions, hein. Parce que ouais, voilà, si on le traverse avec le personnage, ça va pas aller. Donc pour ça, vous allez cliquer sur son static mesh. Et là, donc en haut à gauche, vous allez aller dans collision. Et vous allez cliquer sur auto-convexe collision. Et donc là, vous allez avoir des paramètres pour les détails de la collision. Si vous voulez une collision précise, etc. Alors c'est pas le seul moyen de rajouter des collisions, mais bon, là on veut pas une collision complexe. Et donc vous appuyez sur Apply. Et là, si on reprend notre personnage, voilà, on remarque bien que les collisions sont activées. Voilà, aussi on va un peu aider avec le terrain pour rejoindre les deux bords. Pour le foliage, j'ai été dans Megascan et j'ai pris plein d'assets différents. Donc j'ai mis des fougères, des fleurs, de l'herbe un peu aussi. Et donc automatiquement ça s'est mis dans l'outil foliage. Donc là le foliage il peut être un petit peu complexe parce que on va avoir énormément d'assets. Donc voilà, il n'y a rien de compliqué, hein, mais ça peut juste prendre du temps de paramétrer chaque asset pour avoir un foliage crédible. Donc voilà, regardez, si je peins là, on remarque que ça va pas du tout. Et donc là, ça commence à être pas mal. Voilà, on a une belle végétation. Donc tout simplement, on va aller au début de notre chemin et on va peindre tout autour.
Donc voilà, en souplesse, hein, c'est-à-dire que ne peignez pas trop non plus. Faites petit à petit, voyez ce que ça donne. Voilà, vous pouvez aussi faire tous les bords du lac un petit peu, pour pas que ça fasse trop vide. Également, on va faire les bords tout ici. Et voilà, déjà, on a quelque chose de beaucoup plus rempli. Mais par exemple, si on regarde au bout de la rivière, là-bas, ça fait vraiment vide, quoi. Donc en plus de ça, on va rajouter des grands arbres et on va un peu combler. D'ailleurs aussi, on va en mettre sur notre île. Et donc là, je vais importer une Mossy Rock Cluster. Donc ça, je vais le mettre devant la vue. Ça, je vais le mettre là où on n'a pas mis trop de végétation. Donc voilà, on va l'agrandir. Et on va aussi adapter un peu notre terrain. Hein. Et on va pouvoir tout autour rajouter du foliage. On va quand même essayer de pas trop gâcher la vue. Et on va commencer à rentrer dans les finitions. Hein. Donc déjà au niveau des rochers tout au bout, on va essayer de faire une petite transition un peu moins raide. C'est-à-dire que de chaque côté, on va rajouter un peu des rochers plus bas. Donc à gauche et également à droite. On va jouer aussi sur l'inclinaison. Et aussi on va désactiver l'auto-exposure. On va le mettre en manuel et on va un peu baisser sa quantité. Aussi un autre effet visuel bien sympa, c'est la sphère Reflection Capture. Donc ça encore une fois, ça va rajouter de la réflexion. Voilà, vous en mettez là où vous passez. Et donc voilà, on n'a pas du tout besoin de toute la map pour créer une belle scène. Hein. Et donc là, on va pouvoir incliner le soleil pour voir différents rendus. Hein. Et donc là, on va pouvoir se balader avec notre personnage. Et voilà, c'est la fin de ce tutoriel. On a abordé ensemble toutes les compétences qu'il fallait pour commencer sur Unreal Engine 5. Et voilà, je le redis pour information, si vous voulez découvrir beaucoup plus sur Unreal Engine 5, la formation est disponible. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'est la fin du tuto. J'espère qu'il vous aura servi, qu'il vous aura appris des choses. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça soutient la chaîne. Restez créatifs et à bientôt pour une prochaine vidéo.